Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Votre émission de référence s'appelle le LGF, le grand forum présent depuis maintenant des années sur France Maghreb 2 avec son ton et sa liberté. N'en déplaise évidemment à quelques-uns, mais tant pis, ici c'est l'original. Méfiez-vous des imitations et de les copies. L'original c'est tous les jours en direct sur votre radio de 16h à 18h avec mes brillants débatteurs. Voici le programme. Emmanuel Macron, le tout nouveau frais président de la République qui a été réélu dimanche soir avec 58%, peut-il vraiment parler à tous les Français, être le président de tous les Français comme il l'a entendu ou laissé entendre ce dimanche? Qu'attendre des législatives? Les grandes manœuvres ont d'ores et déjà commencé. Est-ce que vous pensez qu'une cohabitation est souhaitable, envisageable? Et eh bien on en parlera avec vous. Et puis on parlera aussi évidemment un mot de l'international avec les menaces de la Russie après la visite de l'émissaire américain à Kiev. Voici que la Russie ne déclare par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Lavrov, qu'une menace d'une troisième guerre mondiale est probablement possible. On en reparlera aussi avec ce ton très ferme donc de la Russie et de Lavrov donc dans cette émission du LGF avec vos appels au 01 40 33 9000 les amis. Bienvenue à tous. Et c'est le LGF et c'est tous les jours du lundi au vendredi 16h-18h. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Et jeudi, on fera une petite escale cinéma, les amis, avec le film qui vient de sortir, qui est sorti il y a plus de 2 semaines à Marseille et une semaine au niveau national. Les SECPA, c'est le gros carton du moment avec notamment Emma Smet, avec toute l'équipe des SECPA, réalisé par Hakim Bougueraba, qui sera mon invité jeudi dans le LGF pour une petite séance cinéma. Ça fait du bien un petit peu aussi en ces temps un peu compliqués et difficiles. Allez, bienvenue à vous. C'est parti avec monsieur Kader Chiban. Comment ça va mon Kader? Ça va, salut Christophe, ça va. Ça va bien? Très bien. Je t'ai trouvé mieux en forme au restaurant qu'aujourd'hui, là, c'est normal? Ah, c'est normal. J'ai pas encore mangé, tu m'as vu avec le ventre plein, c'est peut-être pour ça. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est peut-être pour ça. Bon, ouais. bienvenue mon Kader. Merci à toi. Accompagné de Ali, notre directeur commercial. Comment ça va mon Ali? Très bien, j'ai pas encore mangé mais ça va quoi. Ouais, c'est encore, c'est encore difficile. Il reste 5 jours, bon, c'est Ouais. fini, sur la fin. Ouais. Bon, Sprint. et puis on attend notre chroniqueur lyonnais là, Mehdi Chebaiki, qui sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2 bien entendu. Et vos appels au 01 40 33 9000. Bon, votre petite réaction d'abord, première réaction à la réélection d'Emmanuel Macron, Kader. Bon, c'est pas une surprise, mais bon, il fallait faire barrage à l'extrême droite, on l'a fait. Maintenant, c'est pas une élection, c'est pas une adhésion à son projet, voilà. Donc on va voir on va en parler tout à l'heure sur les législatives, sur la suite. Mais je l'ai trouvé mauvais quand même dans son discours. Je l'ai trouvé mauvais. Ah ouais, je l'ai trouvé mauvais. C'est pas un grand discours de. J'en ai vu plusieurs des présidents élus, pas réélus, mais au moins élus. C'est pas très mobilisateur, pas très rassembleur. Ouais, je l'ai pas trouvé très bon, honnêtement. Bon, très bien. Ali, première réaction. Bah écoute, plutôt rassuré que Macron a été réélu, donc c'est la première bonne chose. Après, effectivement, quand on voit les manifestations au Champ de Mars, c'est vrai que malheureusement, il n'y avait pas foule. Pour un endroit aussi prestigieux, on pouvait s'attendre en général à chaque élection à ce qu'il y ait une vraie mobilisation de la part des personnes dans les rues. Mais là, c'est vrai qu'il n'y avait pas pléthore de personnes dans la rue, donc c'était un petit peu dommage. Et puis son intervention a été très courte, brève. Et il n'y avait pas un enthousiasme en fait. En fait, l'enthousiasme n'était pas là. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il n'y avait pas d'enthousiasme. Vous commencez à faire de l'anti-macronisme. Ah, pas du tout. Emmerdé avec des gens qui me disent ouais Christophe. Non mais Ali a raison, il n'y a pas d'enthousiasme cette soirée. Moi, la seule personne que j'ai vue enthousiaste, c'était Emmanuel Valls, c'est tout. Ah oui. Ah oui. Il n'arrêtait pas de sourire. Son portable, il sonne pas trop en ce moment. Et j'ai pas compris pourquoi il était au premier rang. Ah oui. Bah oui. Et les ministres sortants, bon, ils sont pas si ils vont être renommés ministres, mais ils étaient contents avec des ministres qui dansaient, c'est tout. Non, mais on m'a quand même c'est fait la réflexion. Attendez, Oui. on a quand même fait la réflexion en me disant oui, on a senti chez Christophe qu'il était pas trop macroniste. Mais vous êtes des grands malades, hein. Allez faire vos leçons ailleurs, mais écoutez les autres médias. Je veux dire, d'abord, d'une, c'est pas vrai. De deux, chacun s'exprime avec ses sensibilités dans cette émission. Franchement, si vous voulez bouffer du Macron, c'est pas ici. Hein. Si vous voulez bouffer aussi de l'anti-macronisme, c'est pas ici non plus. Donc, allez vous chercher
Allez vous chercher une radio et puis laissez-moi. Non, mais en plus Ouais, c'est faux. c'est Là. parti. Non, c'est faux en plus parce Bah que oui, quand même, c'est faux. il y a une vraie, il y a Il une est vraie, malade. il y a une vraie comme liberté d'expression et on peut pas quand même te taxer ou te Non, mais donner ça, l'image c'est d'un. la jalousie. Après que c'est tu n'apprécies la pas jalousie. le. Pardon? C'est la jalousie. Oh, il faut pratiquer la, Ah la si, politique oula. du mépris. Il y en a- faut il y en a laisser parler. beaucoup, hein. C'est vrai? Bon, Ah, faut oh là laisser là, parler. plus Alors, que tu nous, le crois. nous, on est là pour avancer, on n'est pas là pour s'occuper de Ouais, ceux qui bah, n'ont. en fait, moi, je m'en fous, tu vois. Ouais. J'en tiens pas compte. Après, voilà, si on suscite des envies, tant mieux. Hein. Voilà. Allez, c'est parti pour le quiz. Le quiz. En tout cas, moi, j'ai la réputation de parler vrai. Ça, c'est sûr. Voilà. Je confirme. Je sais que ça déplaît, parfois ça m'a attiré pas mal d'ennuis, mais tant pis, je reste, je ne change pas d'un iota. Première question, les amis. Attention. Explosion dans quelle centrale Tchernobyl. nucléaire en 1986 Ah, déjà, en ouais. Ukraine, Tchernobyl? Alors, on a attendu quand même 2016 pour que l'Ukraine reconnaisse qu'il y a eu 35 morts. Officiellement, hein, évidemment. Deuxième question, attention. Quel candidat a provoqué un incident majeur lors de son passage dans son bureau de vote? Florent dimanche. Philippot. Non. Non? Non, c'est Ah, Jean Lassalle. Jean Lassalle. La salle, ouais. Alors Jean Lassalle, il a mimé Son devant, vote, là, ouais. son vote, et puis il a surtout parlé, alors que c'est formellement interdit Tout à fait. dans un bureau de vote. Voilà. Troisième question. Première émission de télé-réalité en 2001 sur M6, laquelle? Oh, je veux très bien. Loft. Le Loft, ouais, le Loft, t'as raison. Ouais, C'est vrai bonne qu'il y avait le réponse, Loft, mon oui. Ali. Ah oui. Bonne réponse. Attention. Quelle grande mosquée... Ah tiens, Nadège. Nadège, elle peut. Ouais, tu peux jouer. Mais hein, bien sûr, hein, Nadège. Comment ça va, ma Nadège? Nadège, tu vois, il est pas. Rapproche-toi du micro, là, prends le Nadège. micro. Mais oui, Nadège, en plus, elle avait toutes les réponses, elle qui me les donnait vrai depuis avant, bien sûr. Sérieux? Elle était en train de. Nadège. Comment ça va, ma Nadège? Ça va, Ouais. On lancera un débat tout à l'heure, hein, je vous le préviens tout de suite. Dans quelle grande mosquée a accueilli plus de 14 millions de fidèles depuis le début du Ramadan? Paris. Non, Non, c'est impossible, ouais. Impossible. À Mosquée de Paris, on reçoit Castaner. On reçoit pas... Bah, la Mecque, hein. en Arabie C'est pas Saoudite, la Mecque, ouais, Arabie c'est Saoudite. Alors c'est en Arabie Saoudite, mais c'est pas la Mecque. Ah, mais c'est pas la Mecque? Non. En Arabie Saoudite, c'est pas la Mecque, c'est quoi alors? Abu Dhabi. Non, en Arabie Saoudite. Ah, Jeddah. Non, T'es pas la Médine? Médine, la Mais mosquée du Médine. prophète. D'accord, du Ah, prophète. voilà, oui, ouais. 14 millions de fidèles depuis le début du mois du Ramadan. Oh. Attention, Quand on y je était cherche un militant communiste né en 1924. Le plus jeune, 18 ans. Ah, Guy Moquet. T-47 fusillé en 1941. Guy Moquet est une bonne réponse. Oh, Ali. ça, c'est- Attention, sixième question, polémique. Ah. Ah oui. Quelle chaîne est accusée d'avoir annoncé la victoire de Macron à 18h30? C'est News, non? C'est pas Non, CNews soit Mais- 1h30 avant l'heure légale. BFM, non? BFM. Ah, c'est BFM. Effectivement, alors ils ont dit que c'était C'est un une chroniqueur. qui a fait, erreur. non C'est un Oui, chroniqueur. oui, une erreur. Hmm. Ils ont tout de suite enlevé, mais ça devrait quand même avoir des répercussions auprès de l'ARCOM, qui est le nouveau CS, enfin qui s'appelle l'ARCOM maintenant, l'ancien CSA. Dernière question, quel candidat a de nouveau lancé un appel aux dons, ayant recueilli que 2 millions? Et elle déclare: Pécresse. nous Pécresse, sommes c'est vrai. loin du compte, c'est Valérie Pécresse, et large victoire de notre ami Ali aujourd'hui. Oh la main, ouais. Oh la main. Parce que Nadège n'a pas débuté, hein. Ouais. Bon. Dans un instant, le zapping et cette question aussi existentielle. Vous savez qu'on est en plein mois du Ramadan, mes amis. Et on se posait la question avec Kader, avec Nadège, avec Ali. Et on vous la pose aussi. Les briques, les boleks, vous les préférez à la poêle ou au four? Bon, il y a Oh des là là. adeptes de la poêle, là. Nadège et Ali. Ah. J'avoue, ouais. Et puis nous avec Kader on est plutôt assez classique en se disant ben ouais au four c'est pas mal non plus. Voilà. Ouais, j'ai évolué, moi. Ouais. Ouais, on a évolué, voilà. Je suis né avec lui et puis C'est je m'en ça. écarte petit à petit, C'est ouais. ça. Nadège a Ouais, dit ouais. c'est inconcevable. Mais je C'est crois ça, qu'il y aurait- Nadège. En fait, c'est franchement, parce, Christophe- c'est parce qu'il subit ces sanctions de l'Ukraine, ils n'ont plus dû. Voilà. Et Christophe, je pense qu'il y aurait une majorité absolue pour lui. On va être en minorité comme toujours. Appelez-nous 01 40 33 9000. Franchement les briques au four. Oh là là. Mettez une petite pain. Il y a des mamans qui vont nous appeler. Mais qui non, vont- vous hop. mettez, vous savez, tu les comment dirais-je, tu mets du Un pinceau, là, un d'huile, pinceau, voilà, merci, Un pinceau cherchez le d'huile. mot, un pinceau d'huile, machin, et c'est franchement, tu vois avec du feu, c'est super bon. C'est- Ah ouais. je suis pas Au d'accord. four, c'est beaucoup. Pourquoi t'es pas Nadège a d'accord? dit- C'est trop gras, vous aimez trop le gras. Ou on C'est mange pas des bon, vraies le briques gras. ou on mange pas. Ouais, bah des vraies briques, ça peut être au four. Allez, un peu de pub. Et ça, il n'y a pas la vraie ni la fausse. La vraie, la fausse, c'est la pub, c'est maintenant. 01 40 33 9000. On va prendre notre ami chez Baiki qui nous rejoindra dans un instant, notre chroniqueur de Lyon. À tout de suite.
Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Kader Chiban, avec Ali, notre directeur commercial, avec Nadège qui est aussi sur les réseaux sociaux du LGF et qui vous lit, qui vous rend compte aussi de cette émission. Cher Nadège, sur Twitter par exemple, le grand forum FM2, sur Instagram, le grand forum FM2 et sur Facebook, Christophe, le grand forum. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Très bien, eh bien on compte sur toi. Et notre chroniqueur, notre Lyonnais préféré, Mehdi Chebaïki. Salut mon Mehdi. Salut mon Christophe, bonjour à toute l'équipe. Comment ça va mon Mehdi ? Eh ben écoute, ça va très très bien, et toi ? Eh ben écoute, très très bien. Dis-moi, sur notre débat qu'on a ouvert juste avant la pub là, parce que on a des adeptes de l'huile et du gras, et puis des adeptes du svelte, tu vois, du truc un peu moins gras. Est-ce que t'es plutôt brique à la poêle ou brique au four, toi mon Mehdi ? Alors moi je suis très macronien, tu vois, moi je suis en même temps. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Parce que le mieux c'est de les faire tout d'abord à la poêle, Ouais. et le lendemain il faut les faire réchauffer au four. Et là tu as le top. Ah ouais. Ah, vous avez pas pensé à ça les gars ? Voilà. Quoi, Ali ? On doit manger avec un peu de délai, quoi, 24 heures. Il a théorisé sur la brique. Hein. Ouais, Il a théorisé, Mehdi, sur la brique. Hein. Dites-nous en tout cas ce que vous en pensez. 01 40 33 9000, j'ai Voilà. envie de savoir. Tu vois, c'est que des hommes qui donnent leur avis pour le moment, c'est incroyable. Bah ouais, mais tu sais que les meilleurs... Attends, je t'explique, les meilleurs cuisiniers sont des hommes. Hein. C'est vrai, ouais. Ah ouais. Mais les meilleurs exécutants, malheureusement, restent des femmes. Pourquoi malheureusement ? Hein Pourquoi ? moi je suis pour que les hommes fassent oui. la cuisine. Hein. Ah bah oui. Je suis un adepte. Hein. Vous faites la cuisine à la maison, vous êtes, vous arrivez, vous mettez les pieds sous la Pour table. rien te cacher, moi je fais la shorba. Ah, voilà, tu fais la Moi, chambre. je fais les briques, moi. Ah, bah voilà. Voilà, on fait un repas tous les deux avec Ali. Et Mehdi, il fait quoi lui ? Bah il vient, il mange. Mehdi il fait la cuisine, il visse la cuisine, il monte les meubles. Super. Il fait la cuisine, tu fais quoi mon Mehdi ? C'est quoi ta spécialité ? Parce que j'ai envie de venir. Non, moi je un peu de tout, ça m'arrive de faire la cuisine, mais j'aime bien faire les pains en fait. J'aime beaucoup Les pains, Salah, d'accord. Salmon, sponge, tout ce qui est plutôt dans les pains, gras. j'aime beaucoup. Ouais. Ah ouais. Ah, ça, il y a de l'huile, il faut de l'huile là. Il faut de l'huile là. Faut pas être en rupture d'huile. Hein, C'est donc, clair. Ah non, en effet. Ouais. Nadège, tu fais la cuisine toi aussi. Alors c'est assez incroyable, hein. C'est elle qui cuisine. Hein. Elle cuisine beaucoup. Tu fais tout. D'ailleurs, tu fais quoi ce soir, Nadège ? Je sais pas encore. Ah bon ? D'accord. On a Jamel qui est avec nous au standard 01 40 33 9000. Salut mon Jamel. Salut Christophe, comment ça va? Bah, Bonjour écoute, à toutes et tous. Ça va Bonjour. mon Jamel, ça va, ça va. Alors, moi je cuisine très peu. Ouais. Avant, je cuisinais beaucoup avec ma mère, je faisais le grillouche, tout ce qui est moto, des trucs comme ça. Et sur les briques, il y a une technique qui a été donnée, mais moi je la fais pas avec les 24 heures. On fait frire en partie le brique et on le met à terminer au four. Ou bien comme Christophe l'a dit, on peut le préparer et mettre un peu de corps gras à l'intérieur et le badigeonner d'un peu d'huile. Bah, c'est ce qu'on fait, c'est magnifique, c'est très bon. Exactement Ouais. ça. Parce que quand c'est trop gras, surtout en ce moment pendant le Ramadan, Ouais, c'est le meilleur moyen de se défoncer l'appareil digestif. c'est ça. Je parle en connaissance de Il a cause. raison, Jamel. Il a Le complètement gras raison. c'est bon, mais La petite on dose. bouffe trop gras. Ouais, c'est ça, c'est ça. Christophe, shorba ou harira ce soir? Ce soir, c'est Shorba. Voilà. Ah bah voilà. En attendant notre repas, Monsieur Tariq Mami, que je salue, en attendant notre repas, voilà, je vous dis ça haftarkum. Sarah Je reste à l'écoute. Tolek, merci beaucoup, Jamel. Merci. Bon, bah c'est pas mal, mon Kader, on commence à avoir des adeptes. Oui, on commence. Hein On évolue. le four. Mais franchement, c'est Mais il a raison, gras. quand t'as le ventre vide comme ça, du gras comme ça, c'est franchement. T'as graisse d'estomac, quoi, Fais les gars, attention. quand même. Bon. Allez, on peut en reparler à n'importe quel moment. 01 40 33 9000. On n'en oublie pas notre zapping. C'est parti, les amis. Avant d'entamer nos débats et de parler d'Emmanuel Macron, peut-il vraiment être le président de tous les Français, comme il l'a indiqué ce dimanche au Champ de Mars? Pour l'heure, eh bien, dans notre zapping. Ah, justement, on va aller chez toi, mon Mehdi, du côté de Vénissieux, pour parler d'une investiture qui fait du bruit et qui a fait du bruit ce matin sur RMC au micro de Apolline de Malherbe. Adrien Captins qui était un petit peu dans la mouise quand on lui a parlé d'un certain Taha Bouaps. Écoutez. Est-ce que vous allez investir Taha Bouaf? Je crois qu'il est prévu de l'investir, oui. Taha Bouaf à Vénissieux, qui est un journaliste militant qui a été condamné pour délit d'injure publique en raison de l'origine. Ça vous dérange pas? Je pense que c'est Taha Bouaf qui avait porté plainte de mémoire. Alors après, je connais pas l'affaire Non, dans le c'est détail. mais- Linda Kebab, qui est policière, qui avait été traitée par Taha Bouaf d'arabe de service. D'accord.
Je ne connais pas ce dossier dans le détail. Je peux pas vous en dire plus. Taha Bouaf est un journaliste talentueux. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est de il ce a été, dossier. pour ce faire, condamné à payer 2 000 € de dommages et intérêts à Linda Kebab. Et il doit également verser 1 € à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui était partie civile dans ce dossier. Écoutez, de toute façon, je ne sais pas ce qu'il en est précisément. Ça vous met mal à l'aise en tout cas, non, si c'est le ça cas. me met pas mal à l'aise. Ce que je vous dis simplement, bon, je ne sais pas ce qu'il en est de ce dossier précisément. Taha Bouaf est un journaliste talentueux qui a été un lanceur d'alerte à plusieurs reprises. C'est également lui qui avait filmé les images de l'agression de Monsieur Benalla contre des jeunes manifestants. Un journaliste talentueux Bon, et qui, par par ailleurs, exemple, avait dit, avant de se dédire, que des policiers étaient obligés de laver le sang devant des hôpitaux, alors qu'il n'y avait pas du tout eu, ça n'avait pas été le cas. Non, mais quand vous dénoncez des fake news, il faut les dénoncer toutes. Bon, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'à l'heure où on se parle, comme on est en train d'essayer de bâtir cette majorité, je ne peux pas encore vous dire à cette heure, et c'est pas moi qui m'en occupe dans le détail, de savoir qui sera investi ou pas. Et il n'est franchement, pas sûr que Taha Bouaf soit investi par la non, France Insoumise. je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que regardez, y compris les investitures de partout, je pense qu'à chaque fois, vous pourriez trouver des poux chez tout le monde, hein, bien sûr, mais je vois pas que vous interrogiez tous les responsables politiques dans le détail de qui ils investissent et pourquoi. Ils n'ont pas tous investi quelqu'un qui est condamné pour délit d'injure publique en raison de l'origine. Malheureusement, je connais pas le dossier dans le détail, donc je peux pas vous en dire plus, mais réinvitez-moi et j'aurais bien étudié le cas précis que vous me demandez et je vous répondrai à ce point-là. Je n'hésiterai pas. Alors, est-ce que Taha Bouaf, ça Vénitieux, ça peut passer, mon Mehdi? Alors je connais pas plus que ça le personnage. Hein. C'est vrai que j'ai entendu ce que Madame Apolline de Malherbe disait de lui. J'ai entendu ce que la gauche disait de lui. Moi personnellement, je le connais pas. Ce que je peux dire, c'est deux choses. Au niveau de la circonscription qui inclut Vénissieux, parce qu'il n'y a pas que Vénissieux. Je lui souhaite bien du courage, parce que Vénissieux est une ville communiste depuis 50 ans, avec beaucoup de clientélisme, avec un gros réseau qui est sur place. Ça, c'est pour Vénissieux. Et pour la circonscription, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Blin, de mémoire, et qui lui aussi a un gros réseau qui est là depuis longtemps et qui a beaucoup de relais sur le terrain. Donc, je souhaite bien du courage à Monsieur Bouaf, qui visiblement n'est pas en plus issu de là. Mais moi, ce qui me paraît le plus intéressant, oui, voilà, c'est un Grenoblois, c'est un voisin, mais bon, c'est quand même à 100 km, quoi. Hein, ça commence à faire un peu. Au pire, il pourra repartir avec un tacos sauce fromage, quoi. Voilà, exactement. Il pourra prendre un bon tacos sauce fromage médignon, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, ce que je remarque et ce qui m'interroge le plus là-dedans, c'est l'attitude de Madame Apolline de Malherbe. Ouais. Alors, on sort d'une présidentielle dans laquelle tous les cadeaux ont été faits au président sortant, dans lequel on ne l'a interrogé sur rien, y compris lors du débat du deuxième tour. On ne l'a mis devant aucune de ses responsabilités, on ne lui a demandé aucun compte sur toutes les affaires, et il entraîne, et son parti entraîne, et ses ministres entraînent. Et là, quand il s'agit d'un monsieur Taha Bouaf, qui cherche à candidater sur Lyon, on va lui parler d'une amende de 2 000 € et d'1 €. Alors c'est 1 €, c'est ça, 1 € symbolique aussi également. Ça. Et puis alors avec un air vindicatif, et puis vraiment, la personne de la LFI était sommée de répondre. Alors je ne suis pas LFI, mais là pour le coup, je pense qu'il aurait fallu une réponse à la Jean Lassalle face à cette personne, à cette journaliste, et lui dire qu'au bout d'un moment, lorsqu'on travaille pour Draghi qui a servi la soupe à un patron, et qu'on évite de poser des vraies questions aux gens puissants, on se fait un peu plus doux avec les faits. Kader, t'es d'accord? Je suis entièrement d'accord. Je suis scandalisé parce que j'avais pas entendu ça. Il y a 2-3 jours, on nous disait il n'y a plus d'huile, c'est la faute des musulmans. Maintenant, le problème des candidatures, les candidatures partout en France, il y a des candidats, il y a 577 candidats. Ouais. Elle a trouvé que ce gars-là, Taha Bouaf, que ce gars. Et elle a apparemment, bon, j'aime pas remettre en cause les décisions de justice, mais il est condamné pour presque rien. Arabe de service, tout le monde se le dit, arabe de service, c'est même pas une insulte. Il peut, je sais pas si c'est vrai, si la personne c'est une arabe de service, mais on le dit fréquemment, c'est pas une insulte. Je veux dire, il a tout à fait le droit de se présenter à cette élection, et c'est vraiment un coup bas, un coup bas sur une grande émission comme ça. RMC, ils ont rien d'autre à faire. Moi, je suis très content qu'elle ait soulevé ce problème. Par contre, je souhaiterais qu'elle maintienne la même politique sur tous les candidats. On a eu un candidat qui s'est comme présenté à la présidence, qui s'appelait Zemmour. Je crois qu'il a aussi été condamné. Ça n'a pas empêché de se présenter quand même à l'investiture suprême. Donc c'est bien de vouloir être très très propre. On joue avec les arguments de la démocratie, mais dans ce cas-là, effectivement, comme l'a dit notre ami Mehdi de Lyon,
J'espère qu'elle va avoir la même rigueur avec tous les candidats qui vont se présenter dans les différents partis. Et à mon avis, là, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors vous en prenez à Pauline de Malherbe. Donc, oui, complètement. Non, mais tu vois ce qu'elle sous-entend. Elle n'a pas dit le mot, mais on rentre dans toute cette histoire d'islamo-gauchiste. C'est là où elle vient avec les choses. Non, c'est des coups bas. Christophe, tu sais que voilà, on n'est pas du tout pro LFI, loin de là. Mais regarde, il y a un candidat qui se présente. La première chose, on ne parle pas de programme. On commence tout de suite à parler du pédigré de ce garçon, de sa condamnation, et d'amplifier la chose. Il a été condamné. Est-ce que vous avez vu? Donc c'est véritablement, tu sais, pour mettre une belle tâche sur le parti LFI, de façon à ce qu'ils partent avec un handicap, parce que pour eux, ils estiment peut-être qu'il est encore dans une dynamique d'espoir, et là on commence un peu à, effectivement, à sortir des petits dossiers. Bon, après maintenant, si ce type a été condamné ou pas condamné, ça je sais pas moi. S'il a le droit de se présenter, qu'il se présente. Voilà, point barre. Après, c'est un parachutage, on le disait avec oui, mais ça c'est un autre problème. C'est une pratique qui est d'ailleurs... Christophe, toujours le même souci. Soit on est pour tous les parachutages, on n'est pas juste contre le parachutage de ce monsieur, tu vois. Non, bien sûr, tous les parachutages. Voilà, mais on va pas cibler, le stigmatiser, c'est de la stigmatisation, ça. Évidemment. Moi, je pense je suis contre les parachutages personnellement, mais pour tout le monde. Je vais pas le cibler. Absolument. Et là, pour le coup, tous les partis sont concernés. Tout le monde est dans le même sac. Tout le monde est dans le même sac. Voilà. Il va pas porter la responsabilité de tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un Thierry Mariani qui a complètement pété les plombs à propos de Mélenchon. Écoutez. Monsieur Mélenchon, très franchement, ce soir, il porte une très lourde responsabilité. Pendant 5 ans, il nous a expliqué qu'il était le premier opposant. Entre ces 2 tours, il a été le premier collabo. C'est quand même violent, non? Collabo, Mélenchon, Thierry Mariani. Je pense qu'on n'est pas très surpris de par ce monsieur Thierry Mariani. Il faut regarder un peu le pédigré de ce monsieur. Je crois qu'il a un peu navigué partout, là où il y avait de la place. Donc le meilleur moyen, c'est qu'il a sorti ce mot-là et qu'on parle de lui. Mais tu l'as vu pendant les... On l'a pas vu, ce monsieur, pendant... Non, très très peu. On l'a pas vu, tu vois. Mais dit collabo, Mélenchon, franchement. C'est le temps un peu de régler les comptes et de commencer la prochaine campagne législative. Mélenchon se place en Premier ministre, lui le traite de collabo. L'ambiance est donnée. Ouais. Alors justement, tiens, Attal aussi, du côté de la majorité, s'en prend aussi à Mélenchon, écoutez. Déjà en 2017, on l'avait entendu remettre en cause l'élection parce qu'il n'était pas qualifié au deuxième tour. Voilà, pour Jean-Luc Mélenchon, une élection qu'il ne gagne pas est une élection qui n'existe pas. Voilà, Gabriel Attal, pour le coup, le porte-parole pour l'heure, toujours encore, du gouvernement qui s'en prend à Mélenchon. J'ai l'impression, franchement, que dans cette campagne du premier tour, par exemple, les partis de gauche ont souvent plus tapé sur Mélenchon que sur le président sortant, le président candidat. Et j'ai envie de dire que la majorité, là, bon, ça peut se comprendre, parce que vu le bon score de Mélenchon lors du premier tour, tape beaucoup sur Mélenchon, qui a dit, vouloir être quelqu'un d'important et représenter son parti pour les législatives. Enfin voilà, si vous avez d'autres à commenter. En tout cas, tout ça, moi en tout cas, mon avis, je pense qu'un monsieur comme Attal, ça présage quand même qu'ils ne sont pas dans un climat de sérénité au niveau de la République en marche. Parce que tu viens de gagner le présidentiel, tu es dans une dynamique, et là on commence tout de suite à sortir les cartouches, les missiles et commencer à attaquer de partout. C'est ça. Je ne sais pas si on revient à la politique d'antan, alors qu'il y a 15 jours, ils étaient tous contents à féliciter Jean-Luc Mélenchon pour son attitude lors du premier tour, où il avait fait un appel quand même à faire barrage. Je pense que ça fait le jeu de Mélenchon quand même. Ça lui fait le jeu, ça veut dire que c'est l'opposant, il devient l'opposant numéro 1. Peut-être que le gouvernement veut comme opposant numéro 1 Mélenchon, oublier Marine Le Pen, aller gratter les voix à droite, mais déjà il n'est pas collabo, c'est n'importe quoi, les collabos ils sont plutôt du côté du RN qu'ailleurs. Tu vois là il peut l'attaquer, collabo. Exactement. Et puis son coup médiatique, c'est un bon coup, cette histoire de Premier ministre. Voilà, je veux dire Premier ministre, donc il revient dans le jeu, il est incontournable pour l'instant, Mélenchon. Alors moi, ce qui me dérange sur son retour dans le jeu, c'est que lorsqu'on a été le candidat de la 6e République, accepter même briguer un poste de Premier ministre de Macron dans la 5e République, en termes de cohérence, personnellement, ça me pose problème. C'est pas lui qui choisit les règles, d'accord avec moi, c'est pas lui qui choisit les règles. C'est lui qui choisit de postuler. Je vais prendre sa défense. Il voulait être président pour changer la 6e République, et je suis pas de la FI, c'est pas un souhait. Maintenant, il joue le jeu des institutions, il y a que cette élection, il essaie de s'approprier, il sait que pour contrer Macron, la seule chose c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, c'est vrai que c'est la seule manière de le contrer, de réduire son pouvoir. Franchement, ça me choque pas, je trouve ça, c'est bien vu même. Et les démocrates, il utilise les institutions en place, il va pas modifier la 5e République, il n'en a pas le pouvoir. Le seul moyen de jouer, c'est de participer. Pardon ? Alors justement, c'est ce qui me dérange, c'est lorsqu'on nous a vendu un projet comme il essaie de nous le vendre, et que derrière on brigue un simple poste de Premier ministre avec lequel il ne fera pas bouger les institutions.
Oh, mais lui, il avait un projet présidentiel. C'est ça. Et là, c'est un projet gouvernement. C'est deux choses différentes. Il s'est présenté moi, personnellement, voilà, c'est lorsqu'on se présente au présidentiel et puis derrière, on se présente aux législatives et puis qu'on brigue un poste de Premier ministre et puis qu'on a des gars à Marseille et puis qu'on a été dans le Nord et puis qu'on veut finir maintenant à Paris. Il y a quand même un problème de cohérence vis-à-vis de l'auditoire et des gens qui ont voté pour lui. Enfin, c'est mon avis. Oui, je suis assez d'accord. Mais c'est pas les mêmes sujets. Mais il a raison. Oui. Il a raison. Le mec, il est à Marseille. Non, ça, on est d'accord. Il va à Paris. Enfin, ils vont dans le Nord. Les mecs, ils pensent il regarde des résultats. Non, mais je suis entièrement d'accord avec lui. C'est vrai que. Puis alors, moi, j'ai regardé. Pardon, Kader. Excuse-moi de te couper. Vas-y. J'ai regardé les investitures. On l'a vu avec Mehdi là tout à l'heure dans le groupe. Ça nous a été envoyé par une copine. Des noms là, des investis pour les législatives pour la LFI. Pardon, hein. C'est que des blancs. Hein. Pour un parti qui veut parler au quartier populaire, la diversité, tout machin truc, franchement, on est très très loin de la réalité, hein. Vraiment. Et pour le coup, je vous dis sincèrement, hein, on va pas leur faire de cadeaux ici. Hein. Alors juste pour ton information, les projections lors du deuxième tour leur annonçaient 104 députés. Où ils étaient en majorité lors du deuxième tour, aux élections. 104, il faut avoir 289 députés pour avoir quand même la majorité. Donc 104, ils sont premiers. Ils ont vraiment. Pardon, il y avait 150 députés RN qui étaient en tête. Oui. Il y en a eu que 8. Oui, c'est pour te dire. Aujourd'hui, potentiellement, ils sont premiers sur 104 effectivement circonscriptions. Effectivement, vu comment ça démarre et comment ça se trame avec ces parachutages à droite à gauche, j'ai l'impression que, à mon avis, ils vont finir à 30 ou 40. Ils vont finir dans un bus. Hein. C'est clair. C'est tout, pas plus. Vous vous rappelez la dernière fois. Donc il sera pas nommé Premier ministre. Mélenchon fait presque 20% la dernière fois. Il a fait 19,5 je crois. Oui. Il a 17 députés. Les gens et il y avait plus de socialistes que d'insoumis. Et ce qui est resté dans l'esprit, parce que c'est peut-être les plus combatifs, on a eu l'impression qu'il y avait 50 ou 80 insoumis. Ça, ils étaient bons à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'ils étaient plutôt pas mal. Pour 17, ils étaient bons. La suite de notre zapping avec François Hollande qui donne son avis sur un rassemblement à gauche. Et vous connaissez François Hollande, hein. Très piquant. Piquant. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec notre Mehdi Chebaiki, notre Lyonnais, avec Kader Chiban qui est élu Europe Écologie Les Verts, c'est ça ? Tout à fait, la région. La région, conseiller régional. Je vais voir Pécresse bientôt. Ah ouais ? C'est quand votre rentrée ? Au mois de mai, le mois d'avril, il n'y a rien là. T'as préparé le chéquier parce qu'il faut l'aider quand même là pour 2 millions, c'est pas assez. Attends, moi j'ai déjà fait un chèque à ELV, je peux pas faire des chèques à tout le monde. Hein. Je suis pas là pour. Qu'est-ce qui se passe à ELV ? Apparemment c'est la scission, ça se bagarre. Non, c'est classique si, quand même. Non, mais c'est. Alors Jadot a dit ce matin sur France Inter qu'il était favorable à l'union de la gauche, mais pas derrière Jean-Luc Mélenchon. Non, il a pas dit ça. Ah si. Non. Il a dit ça ce matin sur France Inter. Non, il a dit je suis pour un rassemblement large, ça tout dépend du programme. Mais l'histoire de dire je vais être Premier ministre, on se met tous derrière lui, tu vois, c'est pas la bannière de l'Union populaire. C'est ce que je viens de dire, Kader, tu joues avec les mots là. Non mais arrête. Effectivement, je suis pour le rassemblement, mais pas derrière Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça, parce que si tu veux, je vais quand même prendre un peu de temps. Dans les discussions actuellement, ils veulent qu'on soit sous la bannière de l'Union populaire. Nous, on n'est pas Union populaire, on fait une alliance. C'est normal, c'est eux qui sont arrivés en tête en fait. Il n'y a aucun souci. Entre mais on peut très bien. 22% et 4% et quelques, il y a une différence. Mais après, ils viennent nous voir. Après, ils viennent nous chercher. Parce que ce serait peut-être bien de s'allier, quoi, au bout d'un moment. Parce qu'ils auraient plus de députés. Ah ouais. Il faut s'ouvrir, rassemblement, Union populaire, écologiste. C'est ça, en vrai. C'est ça qui se joue. Donc, ça veut dire que Jadot ne va pas entrer au gouvernement, quoi. Il a dit ce matin qu'il rentrera pas. Alors, je vous donne une information. Non, il l'a dit ce matin. Non, je vous donne une information. Oui. Ça lui a été proposé, il a refusé. Oui, je sais. Moi, je le sais personnellement, pour le connaître. Non, mais voilà, je le sais. Il l'a dit ce matin. Donc, voilà. Non, c'est pas son genre, c'est pas son genre. Alors, justement, rassemblement à gauche. François Hollande a son idée sur la question, écoutez. Il faut qu'il y ait une offre qui soit crédible. Si l'offre n'est pas crédible, il n'y a pas de majorité possible. Je rappelle qu'on ne peut pas se nommer Premier ministre par décret. Ça n'existe pas. On sent qu'il a une dent contre Mélenchon quand même, Hollande. Hein. Mehdi, qu'est-ce que t'en penses ? Il est toujours très bon quand il s'agit d'envoyer des petites piques. S'il avait pu être aussi bon lorsqu'il s'agissait de gouverner. Ouais. Voilà, ça c'est le petit tacle de François Hollande. Hollande, il dit la même chose, hein, ce que je viens de te dire. Ouais. Voyons le programme, voyons quel type d'alliance. Si tu veux, voilà, et après on verra Mélenchon Premier ministre ou pas, s'il y a une majorité, tu vois. Mais de dire Mélenchon Premier ministre, mettez-vous tous derrière moi, peu importe, c'est mon programme, parce que c'est ce qu'il dit pour l'instant. Mon programme et rien d'autre. Non, quand tu vas chercher des alliés, même si tu es majoritaire, tu t'ouvres un peu, voilà. Oh, mais juste une question. François Hollande a soutenu Anne Hidalgo. Oui. La personne, elle a même pas fait... un 80. Même pas le prix du diesel, un 80, tu imagines.
quelle légitimité aujourd'hui tu as parlé, à la limite, franchement, tu te tais, hein, sans être méchant. Tu es d'accord avec moi, tu te tais, t'as même pas à parler, quoi. Au bout d'un moment. Mais en France, sur des territoires, il y a des socialistes qui pèsent, qui peuvent gagner. On les a pas vus, ces socialistes, hein. Tu sais, la dernière fois, ils étaient à plat, ils ont eu 30 députés, hein. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'ils font droit, à mon avis, à l'échec total, hein. Tu vois le Parti socialiste, toi, Anne Hidalgo. Même son fils, il a pas voté pour elle. Non, c'est sûr. Ah bon? Ouais, son fils. Il a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Ah ouais. Son fils, imagine. Hein. Anne Hidalgo. Ton fils, il vote pas pour toi. Tu vois, et en plus, il l'a dit. Hein, tu vois. Bon, au deuxième tour, il a été gentil. Il a dit qu'il a voté pour personne. Tant mieux, mais bon. Donc, tu vois, il faut être un peu sérieux. Au bout d'un moment, la politique, c'est quand même des gens qui sont capables de séduire par un projet politique. C'est ça qui manque en France. Nous, on parle de gens. Mais moi, je regrette. Donc, c'est comme dans une entreprise. Lorsque tu mets en place une politique, ta politique s'est avérée un échec. Eh ben, je regrette. Tu pars. Moi, je suis comme ça, tu pars. Il faut laisser la place à d'autres. Il y a de la compétence dans ce pays, il y en a. Comme tu l'as dit auparavant, hein, tu l'as très bien dit en off, il y a des compétences partout, mais on en a marre un peu de ces gens-là qui ont échoué. Une Anne Hidalgo n'a aucune légitimité, je regrette, moi, elle n'a aucune légitimité, ces gens-là. Tu as fait une élection, tu as perdu, tu n'es pas compétent, les gens ne veulent pas de toi, tu pars, tu laisses la place aux autres. Pourquoi revenir à nous faire croire que tu vas inventer comme François Hollande? Alors, sinon, la réforme des retraites, vous le savez, c'est une réforme très attendue. Est-ce qu'ils vont pratiquer le 49.3? La question a été posée à Bruno Le Maire. Est-ce que vous nous garantissez ce matin que le gouvernement ne passera pas en force, n'utilisera pas le 49.3 pour faire passer cette réforme? Je ne peux pas donner cette garantie, je ne le souhaite pas, ça c'est certain. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussion et de dialogue. Voilà, bon, c'est pas garanti qu'il le fasse, quoi, en fait, si j'ai bien compris. Le 49.3 pour la réforme des retraites. Bon, Mehdi. Il n'a même pas pu tenir sa langue 24 heures après l'élection. 24 heures, c'est dire. Je veux dire, c'est dire où on en arrive à un point où voilà. Alors Macron nous avait fait des bonnes, un entre-deux tours où il nous a vendu beaucoup de rêves, une campagne où il nous a vendu du rêve. Et puis là, voilà, le lendemain de l'élection, boum, 49.3. Allez hop, c'est quand même incroyable, c'est incroyable. Incroyable, ouais. Rien d'autre à rajouter, les enfants? C'est qu'ils sont pas sûrs d'eux, 49.3. Si c'est 49.3, c'est qu'ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée, ça veut dire. Pour les législatives, là. Ils sont pas très rassurés. Moi, ce qui me fait peur énormément, c'est surtout le président, lorsqu'il a été élu, lorsqu'il a fait son petit discours, je pense il sait qu'il doit changer de méthode et il sait qu'il doit changer de manière. Tout à fait. S'il continue dans ce droit-là, je crains qu'on va au-devant de grands problèmes. Cette notion de réforme des retraites, c'est un sujet, c'est un vrai brûlot. Voilà. Donc si c'est pour dire aux gens, je vais faire simplement différemment, mais avec le même objectif, j'ai l'impression qu'à mon avis, on va au-devant de gilets jaunes, mais à mon avis, en multiplié. Absolument. C'est sûr qu'il est d'une arrogance incroyable. C'est la méthode et la manière est fondamentale. D'une arrogance et d'une distance avec la population. Et il n'a pas dit qu'il changeait de projet pour le moment. Hein. Non. Vous avez vu le discours d'1 quart d'heure, bâclé. Voilà, il a parlé à ceux qui sont rien finalement, à ceux qui leur demandent de traverser la rue, à ceux qui sont dans les gares. Voilà. Oui. Tiens. On a demandé à Mélenchon s'il devenait Premier ministre, est-ce qu'il dirait « Matignon, c'est moi » ? Si vous devenez Premier ministre d'Emmanuel Macron, vous lui direz « Matignon, c'est moi » ? Minimum. Il n'est pas impossible que je vous dise « La République, c'est moi ». Parce que c'est quand même le dernier qui a gagné l'élection qui a le dernier mot, non ? Vous croyez pas ? Voilà. Bon. Je sais pas si quelqu'un va faire un commentaire là-dessus. On peut passer... En fait, excuse-moi, mais il semble qu'en fait, il vient juste de valider ce que Macron va faire. Non? Il a dit celui qui a été élu, grosso modo, si j'ai bien compris, celui qui a été élu, il fait ce qu'il a à faire. Oui, il a dit le dernier. Le dernier élu, ouais. C'est soi-disant, Mélenchon gagnerait après. Ouais, mais lui, voilà, il part dans l'optique où il gagnerait après. Après Macron. Ah, d'accord, ok. Voilà. Bon, d'accord. Ouais. Enfin bon, il justifierait que Macron, en tout cas, passe par perte et profit la moitié des Français pour appliquer sa politique. S'il gagnait. Non, mais je vais vous dire que je pense franchement que ce monsieur devrait arrêter. Sincèrement, il est temps qu'il passe à autre chose. Non, mais il a peut-être pas envie. Le fait de répondre de la sorte. Déconner, je pense que tant qu'on va garder cette position-là et ces gens-là dans la France insoumise, ce parti ne gagnera rien. Voilà. Je vous le dis que en tout cas, moi, c'est pas ma tasse de thé. La République, c'est moi. Quelqu'un qui dit ça, peu importe lequel. Franchement, il devrait se reprendre. L'autre fois, il était fâché, mais là, il le redit calmement. Oh, mais là, je pense que ces propos-là témoignent, je pense, qu'il n'a vraiment pas envie d'être Premier ministre. Il parle beaucoup, parce que des fois il parle, c'est vrai. Mais le fait de parler de la sorte, ça veut dire que tu seras pas Premier ministre, parce que tu dois prendre comme la stature. Bon, en tout cas, la République, c'est pour l'instant Emmanuel Macron. Il a été réélu avec 58% dimanche dernier. Quoi, moi, j'ai dit ouf.
Ah, ouf. Pourquoi ouf? Heureusement quand même. Parce que... heureusement quoi? Sinon c'est Marine Le Pen. Ah oui, c'est vrai, les marchands de la peur sont là en cours de non, sortie, oui. Non, pas marché de la peur. Ah bah si, vous avez été nombreux. Vous avez été nombreux. Hein. Attends, moi, Christophe, tu ne peux pas nous taxer de marchands de la peur. Nous, les réalistes et pragmatiques. Hein. Qui nous? Oui, certains de l'équipe, je te dis qu'il y en a, moi. Ah, dans les... oui, il y en a. Non, franchement, le choix n'était pas extraordinaire. Moi, je suis pas. J'ai pas dit qu'il était extraordinaire. Non. Est-ce qu'on a eu peur une seule seconde? Non, Pas mais moi, en tout cas. Je vais te dire, moi, je ne voulais pas être responsable de l'élection de Marine Le Pen. Donc, j'ai voté Emmanuel Macron sans adhésion. Je te dis ça simplement, sans plus, sans truc. Elle m'intéresse pas. Donc, t'as rassuré ta conscience. C'est bien. Non, mais c'est un truc bien aussi. Oui, mais Christophe, faut le faire, Christophe, maintenant, concrètement, on va juste terminer là-dessus. Si tu dis, regarde, tu as le choix entre effectivement deux candidats que toi tu n'apprécies pas. Faut bien que le choix de m'abstenir aussi. Voilà, mais l'abstention, tu sais que derrière toi, à titre personnel, ok, tu t'es abstenu. Mais quelles conséquences ça peut avoir effectivement derrière? Si demain, mais je te pose une question. Si Marine Le Pen avait été élue présidente aujourd'hui, alors ça n'aurait pas été de ma faute? Ça n'aurait pas été ta faute? Non, du tout, non. Ça aurait été la faute de celui qui a utilisé justement cet adversaire pour son seul profit, mais pas la mienne. Désolé. Ouais, mais en stratégie, pourquoi est-ce que toi tu refuses d'être un acteur et tu vas devenir un spectateur? Je refuse pas être un acteur. Mais je refuse d'être un acteur de quelque chose qui a déjà été. Mais alors t'as la double peine. Tu le votes pas, t'as la double peine. Ouais, c'est un truc qu'ils ont dealé entre eux. Oui. Voilà. J'ai pas envie d'être mêlé à cette mascarade. Mais c'est la double. Mais t'as raison. Mais c'est la double. Ah non, mais t'as le droit, heureusement, au contraire. Mais t'aurais eu la double peine à mon avis. On se retrouve dans un instant pour en parler justement de Macron, qui dit vouloir être le président de tous les Français. Je ne suis plus le candidat d'un parti, je suis maintenant le président de tous les Français. Peut-il être vraiment le candidat de tous les Français? On verra autour de cette table et vos appels aussi au 01 40 33 9000. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec vos appels bien sûr. À n'importe quel moment le peuple s'exprime dans cette émission, ça s'appelle le Grand Forum et votre numéro de téléphone pour nous appeler 01 40 33 9000 pour nous parler de politique mais pour aussi nous parler si vous le souhaitez du petit débat qu'on a lancer entre nous tout à l'heure. Les briques, vous les préférez à la poêle, à l'huile ou alors au four comme Kader et moi? Eh bien vous nous appelez au 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes adepte de l'huile et du gras ou est-ce que vous êtes adepte de la bouffe moins grasse et voilà. Eh bien vous nous appelez. Alors si on parlait maintenant de celui qui veut être le président de tous les Français. Fini, je ne suis plus, dit-il, a-t-il rappelé au Champ de Mars dimanche soir après sa réélection. Après plus de 58% des voix obtenues au second tour. Je ne suis plus le candidat d'un parti, mais le président de tous, a-t-il rappelé, extrait de son discours dimanche soir. Écoutez. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Voilà, Emmanuel Macron, extrait de ce discours, alors qui n'a pas duré très longtemps, à peine une quinzaine de minutes. Pour sa réélection au Champ de Mars devant 3000 personnes dimanche soir. Franchement, Mehdi, est-ce que Emmanuel Macron peut être maintenant le président de tous les Français? T'y crois? Ça te semble possible? Pour ceux qui aiment qu'on leur mente au visage et qui croient à Macron depuis, pas 5 ans, parce qu'au début on pouvait lui donner le bénéfice du doute, mais au moins depuis 4 ans, s'il y a des personnes qui continuent à le croire... Ah mais il y en a beaucoup, visiblement. Oui, mais après, bon, c'est un peu le principe de Matrice, tu sais, le film pilule bleue, pilule rouge. Voilà, il y a des gens qui ont pris la pilule rouge, d'autres qui ont pris la pilule bleue et qui voyaient les choses en face. Si des gens ont envie de continuer à croire la personne qui leur a menti dans les yeux depuis 4 ans, qui continue à croire, ma foi. Ouais. Il peut donc, selon toi, être le président de tous les Français, en tout cas de ceux et celles qui acceptent le mensonge. Voilà, selon toi. Hein. C'est exactement ça. C'est de ceux et celles qui acceptent qu'on leur monte les yeux dans les yeux. Kader Chibane. Est-ce que Emmanuel Macron, le président peut être le président de tous les Français? Je crois pas qu'il en est capable. Je crois même pas qu'il en ait envie, réellement. Ah oui, carrément, toi. Ouais, il n'en a pas envie. Mais non, parce que pendant 5 ans... Maintenant, il faut qu'il donne des gages. Je peux me tromper, il faut qu'il donne des gages. Alors, il faudrait qu'il change radicalement de politique. Il faudrait qu'il se remette en cause. Pendant 5 ans, il a œuvré toujours pour les mêmes. Il a été dur, violent, je trouve. Violent dans sa pratique du pouvoir.
Je pense pas qu'il peut être président de tous les Français. Il faudrait vraiment qu'il change radicalement de politique. Ali, amis auditrices, auditeurs, 01 40 33 9000. Est-ce que Emmanuel Macron peut être le candidat vraiment de tous les Français, Ali? Je pense qu'il a pris conscience qu'il a été élu avec 18 millions de voix sur 47 millions à peu près. Ça représente à peu près 40% de la population. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a 40% de gens qui adhèrent à son programme, à son projet. N'adhère pas. Non. Je parlais. important. Ce que je te disais, voilà. Dans son résultat. Dans le résultat. Donc, il sait effectivement qu'aujourd'hui, président sortant, c'est difficile. Avec un bilan, c'est très difficile. Il faut rester dans le cadre des institutions. Le discours qu'il a, qu'on le veuille ou non, c'est un discours classique de président, de chef d'État. Il a quand même maintenant de l'expérience. À 39 ans, c'était un petit peu jeune, je pense. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la méthode et la manière. On va attendre la semaine prochaine la formation de son gouvernement et ça va véritablement être le vrai signal si oui ou non il a compris les résultats et qu'il a tiré des enseignements de sa politique et surtout de ce qu'il souhaite faire. Qu'est-ce qu'il ferait qu'il n'aurait pas compris, par exemple, en nommant quel genre de personnalité Premier ministre? Ali. Par exemple, quand je prends un exemple sur la partie économie, je pense qu'un monsieur comme Bruno Le Maire, mis à part dire des inepties où il n'a aucune compétence, en tout cas en ce qui me concerne, je pense qu'il n'a pas du tout de compétence, il doit, je pense, partir. Voilà. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, je ne pense pas que ça aura été un ministre qu'on va retenir. Ça n'a pas été un ministre fulgurant, il n'aura pas fait de méga grandes réformes. Les causes principales dont il parlait des Chiapas, je pense aussi que celle-là, si elle part, à mon avis, on sera en tant que Premier ministre, par exemple. En tant que Premier ministre, moi je pense qu'il serait souhaitable qu'il aille vers un candidat centre-gauche. Voilà, centre-gauche. Mais jamais de la vie. Bah si. Surtout, mais non, il le fera pas. Et puis surtout un candidat qui lui fasse pas d'ombre. Oui, mais je pense non. Pourquoi par exemple, parmi les pistes qui sont évoquées, Elisabeth Borne, je pense. Voilà, Elisabeth Borne, c'est pas centre-gauche, mais bon. Oui, elle est gauche. Elle vient des socialos, moi, mais bon, c'est une dame. Elle est Elisabeth Borne. On parle surtout de Christine Lagarde, qui est une technocrate. Ah, par contre, si tu mets Christine Lagarde, là, je suis d'accord avec toi. C'est un peu différent parce que là, on arrive vers patronne de la BCE. Là, on n'est plus dans le cadre de la mondialisation. Là, je pense qu'on peut-être dans une optique, on risque de continuer à avoir des politiques budgétaires. Quel genre de signal envoies-tu Amédi, quel genre de signal envoies-tu si tu mets Christine Lagarde comme Premier ministre? T'envoies un signal comme. En fait, c'est simple, c'est le tampon halal. C'est le tampon halal pour certains milieux financiers mondialistes. Mais bon, ça, à la rigueur, que ce soit Borne ou Lagarde, ou peu importe, ce sera quelqu'un qui sera systémo-compatible, Macron-compatible, et rien d'autre. Il va rien nous amener d'autre. Ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que déjà l'expression en elle-même, le président de tous les Français, bon, c'est en termes de démagogie, c'est exceptionnel. Mais à la rigueur, ça pourrait se comprendre s'il adoptait une posture vraiment gaulienne pour le coup, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas de politique intérieure, qu'il ne sentait que la retraite ce n'était pas son affaire, que l'histoire de coûts immédiats, de pouvoir d'achat ce n'était pas son affaire et qu'il se concentrait sur une vision de la France et la politique internationale. Là, il pourrait être, en effet, le président de tous les Français. Mais non, le projet de Macron, ce n'est pas d'être le président de tous les Français. Le projet de Macron, c'est justement d'être celui qui va serrer dans sa poigne tous les Français. C'est ça, à mon avis, le projet macronien. Mais tu peux comprendre, Mehdi, par exemple, que des patrons, des chefs d'entreprise puissent adhérer au projet Macron. Moi, je le comprends, sincèrement, parmi les intérêts. Alors, ça dépend desquels. Tout dépend desquels. Si on parle de petites PME françaises, j'ai un peu plus de mal à comprendre. Si maintenant on parle de grandes holdings, notamment de communication et de journalisme, là, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre. Là, je comprends plus facilement parce que il a fait des cadeaux fiscaux énormes à ses amis, à ceux qui l'ont financé, à ceux qui l'ont amené ici. On se rappellera du deal entre Rothschild et Pfizer. C'est lui qui l'a fait lorsqu'il était banquier. Enfin, banquier, c'est pas exactement le terme, mais lorsqu'il était chez Rothschild & Co. Et on voit très bien l'influence qu'ont eu Rothschild et Pfizer dans l'élection de Macron. Donc, il renvoie des ascenseurs, ça c'est normal. Par contre, voilà, pour tout ce qui est petites entreprises, moyennes entreprises, là j'ai un peu plus de mal à le comprendre. Et d'ailleurs, je pense que la plupart ne se sont pas dirigés vers Macron, mais qu'ils ont plutôt été, pour beaucoup d'entre eux, plutôt vers Marine Le Pen. Bon, alors, oui, Ali. Non, je pense pas que sur la partie chef d'entreprise, sur les PME, j'en connais certains, les gens ont plus été vers Macron parce que quand on voit la politique, elle a été menée dans le cadre du Covid, où il y a eu quand même un accompagnement
pour pas mal de petites entreprises dans différents secteurs. Il était comme là, comme quelque part aussi pour soutenir. Quant à dire que... alors là, je m'inscris en faux. Pour soutenir, oui. Alors là, en sortant de carnet de chèques, c'est facile. Hein. Oui, qui ont bénéficié en effet d'aides. Mais ce ne sont pas des aides. PGE, ce sont des prêts. Ah non, pas que le PGE. Le PGE, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont peut-être, comment dirais-je, souscrit, mais qui l'ont pas déclenché. Hein. J'en connais plein qui ont souscrit le PGE, mais qui l'ont pas déclenché encore. Hein. Donc, moi, j'en connais beaucoup qui l'ont déclenché et justement qui ont un peu peur du retour de bâton qui risque d'arriver. Non, pas du tout. Je pense que la différence, peut-être Macron, là, il sait que c'est son dernier mandat. Donc là, il a une forme de liberté. Je conviens, et je suis d'accord avec toi, que peut-être sur le premier mandat, il y avait des retours d'ascenseur comme dans tout corps. Hein, c'est un peu la règle du jeu, malheureusement. Mais là, aujourd'hui, là, il est libre. Donc aujourd'hui, il a une liberté totale. Il ne va pas s'inscrire dans un troisième mandat, un quatrième mandat. Hein. On n'est pas dans une république bananière. Donc je pense pas. Je pense qu'au contraire, là, il a quand même. Je pense qu'il bénéficie comme d'une totale liberté. Et aujourd'hui, il y a peut-être un point qui est important et une donne qui est fondamentale. Tu l'as dit avant, mais il faut insister là-dessus, je pense, c'est le contexte international. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas lui qui va décider du prix de l'essence et du prix des denrées alimentaires, qui à tout moment aujourd'hui peuvent exploser avec le contexte que l'on connaît avec la guerre en Ukraine. Ça me fait rappeler quelque chose, pardon Ali. Pardon, c'est pas lui, mais justement il a mis de l'huile qu'il n'a plus et que nous n'avons plus dans les magasins sur le feu. Oui, c'est pas mal. C'est joli ce qu'il y a à dire. Oui, mais ça me fait penser à un truc aussi que Marine Le Pen a proposé pendant la campagne, et je suis étonné qu'aucun journaliste lui ait rétorqué que sa mesure était totalement impossible. Quand elle disait de vouloir supprimer la TVA sur centaines de produits de première nécessité, de la baisser, etc. C'est pas la France qui décide de taux de la TVA. Il faut aller négocier ça à l'Europe. Oui, donc je veux dire, elle est gentille, Marine Le Pen, avec ses petites promesses, machin. Alors elle était bien mignonne. Tu comprends pourquoi elle a dit ouf quand il a été réélu, Macron? Non, mais pourquoi les journalistes ne ont pas dit attendez, Madame Le Pen, c'est impossible ce que vous proposez. Voilà, on l'a laissé. En plus, c'est les taux les plus bas. Parce que personne ne comprend rien à l'Europe. C'est ça, aussi. Mais je t'avoue que je l'ai appris en même temps que certaines personnes aussi. Elle racontait pas mal sur le plan économique, elle était quand même très très loin. Christophe, la France est quand même le 6e, 7e puissance. C'est quand même 6e, 7e puissance au monde quand même. C'est pas n'importe quoi. On va quand même pas filer les clés du camion à des gens qui sont des apprentis sorciers, qui ne connaissent absolument rien à l'économie. Tu préfères les filer à des gens qui vont dépenser à outrance, à des sociétés de cabinet de conseil, le problème, milliards, etc. On est dans une démocratie, Christophe. Après, on est dans une démocratie. Moi, j'aurais peut-être préféré... Non, j'aurais peut-être préféré que peut-être d'autres projets, mais moi, je pense que, tu sais, Macron, il a été élu en 2017 en venant du Parti Socialiste, et les premiers hommes qu'il a nommés, c'est que des mecs de droite. Oui, il a nommé que des mecs de droite. C'est un président de droite. Voilà. Bien sûr. Ensuite, il est en 2022. Il est capable de nous choquer encore, peut-être de nous surprendre, parce qu'il a utilisé le Parti Socialiste pour prendre le pouvoir. Très bien, il a... Mais c'est intéressant ce que tu dis, pour revenir à ça, parce qu'on reparlait de l'identité du Premier ministre, à la limite, peu importe avec Macron, parce que c'est Macron, il décide de tout. C'est ça qui est inquiétant chez lui. T'as pas un vrai Premier ministre qui a du pouvoir, qui a de l'autonomie. T'as presque l'impression que t'as un collaborateur, des ministres. Il décide de tout. D'accord, il décide de tout, ce gars-là. Alors que un gouvernement, c'est une équipe, il devrait avoir de la marge de manœuvre. Tu vois, une fois que t'as une feuille de route, j'ai l'impression qu'ils ont pas de marge de manœuvre. Et le Premier ministre, alors j'ai juste une question. On verra. J'ai raison. Ça a été remarqué par quelques journalistes qui ont observé Macron pendant la campagne, qui parlent d'un homme solitaire. Exactement. Et ça, c'est inquiétant. Un homme seul. C'est inquiétant, cette façon de gérer. C'est dangereux. Attention. Un homme seul tu as parfaitement raison, mais en 2017, et je pense que c'est toujours important de prendre cas du contexte. Ouais. Le contexte économique en 2017 est différent de 2022. 2022, on n'est pas dans du tout le même contexte que 2017, loin de là. On sort de deux crises, une crise qui continue, d'une crise Covid. Le contexte économique n'est pas là. Sincèrement, moi je m'intéresse beaucoup à l'économie. Aujourd'hui, attention, les voyants sont à l'orange, peuvent passer au rouge. C'est délicat. On a dépensé 650 milliards 800 milliards, en plus, on s'est même trompé sur le chiffre, c'est pas 650, c'est plus de 830 milliards de dettes quand même. Hein. C'est énorme, énormissime. Le PIB aujourd'hui, on est à 115, 120%. La dette qui était complètement absente de la campagne. Hein. C'est un banquier que ça fait dépenser autant d'argent. Voilà, donc le contexte n'est pas le même. Donc est-ce qu'il va s'amuser? On a eu les gilets jaunes. Est-ce que demain matin, tu vas dans un contexte, regarde, on parle de l'huile, on parle de l'essence, on parle de certains produits de denrées alimentaires. Attention, le contexte n'est pas le même. Et je pense qu'il n'est pas bête parce que sinon, on risque d'aller au-devant de graves problèmes sociaux. Et à mon avis, les gilets jaunes, ce sera ce sera de la rigolade à côté de ce qui peut arriver. Hein. Oui, en matière d'économie, Mehdi, tu partages un petit peu l'inquiétude, entre guillemets, de notre ami Ali? Moi, je vais même beaucoup plus loin que de l'inquiétude. Hein. Moi, c'est vraiment un vrai pessimiste, un vrai pessimisme à moyen terme. Hein.
Moi, j'ai un peu de mal avec toutes les grandes orientations européennes qui sont prises, notamment depuis quelques mois, mais c'était déjà le cas avant. Et je pense que nous prenons une direction qui sera vraiment négative pour l'ensemble du peuple français. Ouais, bon. Alors justement, ce qui nous laisse maintenant entamer notre deuxième sujet, qu'attendre de ces législatives? On voit que les grandes manœuvres ont d'ores et déjà commencé dans les partis. On voit que ton parti, mon Kader, Oui. ELV, discute pas mal avec la LFI, ça va discuter aussi avec le Parti Socialiste, ça va discuter avec les communistes, pour essayer de trouver des alliances aujourd'hui. Alors, on voit qu'une majorité des Français, ce qui est particulier, donc réélise Emmanuel Macron, mais souhaite une cohabitation. Est-ce que d'abord, en un mot, est-ce que c'est très bien de contrer, de stopper les pouvoirs d'Emmanuel Macron, ou alors, Ali, est-ce qu'il faut lui donner les pleins pouvoirs de son action? Dans la cohérence, je pense qu'aujourd'hui, vu le contexte et vu les résultats, je pense qu'effectivement, ça va dépendre de ce qu'il va nommer la semaine prochaine, mais je pense qu'il va faire entrer dans son gouvernement, tu vois, on a dit avant qu'il avait plus ou moins appelé Jadot déjà, donc tu vois, il a appelé un type qui ne défendait pas. Je pense que c'est la qualité peut-être qu'a Macron, alors tant mieux peut-être pour lui, c'est une des qualités, c'est qu'il est capable de travailler avec des gens qui s'opposait totalement à lui. Ça, c'est un truc quand même qui est quand même relativement rare. Alors, c'est stratégique peut-être, certes, peu importe, mais c'est quand même bien. Il a quand même... C'est pas Jadot qui va lui faire de l'ombre. Hein. Oui, mais je pense pas... Il faut pas que tu restes... C'est comme ça que réfléchit ce genre de type. C'est-à-dire que voilà, c'est toute personne qui lui fera de l'ombre il prendra jamais. Oui, mais dans quel intérêt aujourd'hui? Il va pas faire un troisième mandat, Christophe. Non, mais là, il est législative là pour l'instant. Oui, mais là aujourd'hui, dans les 2 mois, c'est important. Oui, mais aujourd'hui, alors, soit il va aller, il va aller vers les Républicains. Il risque de faire un septennat. Non, mais il se l'appliquera pas lui-même. Non, je pense pas qu'il s'appliquera pas. Je pense pas qu'il se l'appliquera. Il se l'appliquera pas lui-même. Non, il pourra pas. La réforme peut-être, mais pas pour lui. Pas pour lui. Donc moi, au contraire, je pense qu'au contraire, aujourd'hui, il a vu les résultats. Il sait que son équipe, tu vois, il y a beaucoup de ministres qui sont sortants et on va pas les regretter. Donc je pense qu'au contraire, qu'aujourd'hui, il va composer. Et on va attendre la formation de son gouvernement pour dire s'il a véritablement bien compris le contexte, le résultat des urnes, le climat social, et si oui ou non, il va peut-être apporter des modifications dans son programme, dans son projet, parce que regarde, il a dit... J'ai peur d'un truc, moi. La réforme des retraites, il l'a pas faite finalement, tu vois. Hein, il a fait... mais il va la faire. Mais il a voulu la faire, il l'a pas faite. Ouais. Il l'a pas faite dans un contexte social plus facile. Hein. Mais il faut pas qu'il y ait une majorité à l'Assemblée, il faut pas qu'il fasse la... J'ai quand même quelque chose qui me fait extrêmement peur. Quand on voit ce score du Rassemblement National, 41%, est-ce que ça ne tente pas Emmanuel Macron de faire du Le Pen? Il l'a dit. Il a dit qu'il prendrait en compte, le score du Front National, du Rassemblement National, pour sa politique à venir, pour ce quinquennat. Il l'a dit au soir de l'élection. Non, mais il a fait la même chose en 2017. Je pense qu'aujourd'hui, lui, il avait besoin. Ça t'inquiète pas, Ali, sincèrement? Non, pas du tout. Moi, je pense que McKinsey a bien travaillé avec, si tu veux mon analyse, avec Emmanuel Macron pour lui programmer un tête-à-tête avec Marine Le Pen. Ça a très bien marché. D'ailleurs, ils sont très bien payés, McKinsey. Donc, il s'est bien retrouvé avec Marine Le Pen. S'il avait un autre candidat, peut-être que le résultat aurait été différent. Et Marine Le Pen, sincèrement, il l'utilise comme simplement un moyen pour pouvoir arriver à ses fins. Marine Le Pen, sincèrement, c'est pas du tout son souci. Hein, parce que Marine Le Pen, elle parle de quoi? D'immigration, d'insécurité et de quoi encore? Et d'islam. Le pouvoir d'achat, elle a parlé. Non, mais le pouvoir d'achat, quand tu vois les mesures qu'elle propose sur le plan économique, sincèrement, ça tient pas trop la route. Augmenter un salaire à 10% si le patron veut. Baisse la TVA, c'est pas... Pardon, quelles sont... Alors, c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais depuis 15 ans, quelles sont les mesures qui tiennent la route en France? C'est-à-dire les mesures qui sont appliquées. Si on fait l'inventaire, quelles sont les mesures qui tiennent la route? Alors, on va rester sur Macron, on va pas retourner sur Hollande. Quelles ont été ces mesures qui tiennent la route? Ah non, mais moi, je suis sur les mesures qu'a pris Macron sur son dernier quinquennat. Moi, il y a des choses sur lesquelles je suis pas du tout en accord, hein, mais pas du tout, complètement. En fait, je dis ça parce que souvent, on a tendance à dire, à balayer d'un revers de la main la candidature et les propositions du Rassemblement National, en disant de toute manière, ça tient pas la route, c'est pas sourcé, c'est pas financé, c'est pas applicable. Mais ce que nous fait Macron en nous sortant quasiment 800 milliards, comme tu l'as rappelé, 800 milliards d'euros de dette, si c'est ça, faire de la politique, Marine Le Pen peut en faire, je peux en faire, mes enfants peuvent en faire. Oui, mais ça prouve quoi, Mehdi, selon toi, le fait d'avoir sorti un peu le carnet de chèques comme ça?
Ça prouve qu'il n'a pas de mesure, qu'il n'a pas de vision économique. Ça prouve que l'économie française, et c'est ce que je t'ai dit en préambule, Bruno Le Maire, quand tu prends un pays comme l'Allemagne, l'Allemagne n'était pas dans le « on sort le carnet de chèques », et Dieu sait qu'ils ont de l'argent, et on finance à tout va. Beaucoup de pays, tout à fait. Donc tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que je t'ai dit, quand tu nommes un mec comme Bruno Le Maire, ministre de l'économie, sincèrement, je vois vraiment pas ce qu'il a fait. Voilà, il a pris absolument aucune mesure, si ce n'est là, bon, effectivement, aller sur la réforme de retraite. Il en a parlé pendant 2 ans. Alors c'est vrai, ils ont eu le Covid et ils ont eu les gilets jaunes. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu que ça. Mais sinon, d'un point de vue économique, il n'y a pas eu de mesures véritablement révolutionnaires. On a juste baissé l'ISF pour les gens les plus aisés. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Là, j'en conviens. Et on a baissé les APL de 5 €. Première mesure, ce qui est effectivement une mesure hyper stratégique et qui allait vachement renflouer les caisses de l'État. Donc ça, effectivement. Mais je pense qu'en 2022, le contexte, Mehdi, n'est pas le même. Également des baisses de retraite. Et effectivement, comme tu l'as dit, des baisses de retraite avec la volonté peut-être d'allonger le départ à la retraite. Donc c'est vrai que moi, le reproche que je peux faire à Emmanuel Macron, c'est sur le plan économique, effectivement, de ne pas avoir un ministre de l'économie qui travaille sur le long terme, un peu à l'allemande, pragmatique. Voilà. Moi, je comprends pas parce que quand on nous parle de pays, on prend toujours des exemples avec les États-Unis, mais dès qu'on parle d'économie, de religion, quand on veut prendre des exemples, les Allemands, comme par hasard, non, l'Allemagne, c'est pas la même chose, c'est pas la même économie. Alors en fait, je pense qu'il n'y a plus besoin réellement d'avoir un ministre de l'économie en France. Je m'explique. Étant donné que, alors là c'est mon petit côté anti-européen qui va parler, anti-Union européenne plutôt, mais étant donné que nous sommes dans l'application stricto sensu du droit européen et de ce qui est décidé soit par les grandes orientations de politique européenne, soit par la Commission de Bruxelles, et qu'on ne fait que ratifier par la suite à l'Assemblée ces grandes mesures, finalement, quelle est la marge de manœuvre d'un ministre de l'économie? Si on ajoute à ça la lourdeur de l'administration de Bercy, quel est l'intérêt? Vraiment, quel est l'intérêt d'avoir un ministre de l'économie? Mehdi, je suis pas forcément d'accord. Regarde, quand tu prends l'Allemagne, qui est le premier pays où il y a à peu près 1 million de petites TPE, moi je suis favorable parce qu'en France, il y ait beaucoup de petites TPE. Moi, je suis favorable parce que tu favorises beaucoup la création d'entreprises comme ça. Des jeunes qui peuvent du jour au lendemain créer leur société. Pardon, si je peux me permettre, c'est comme si je disais, au Luxembourg, il y a, mettons, plus de 1000 milliardaires. Je suis favorable à ce qu'en France, il y ait plus de 1000 milliardaires. C'est un contexte, l'Allemagne. C'est un contexte qui est issu d'une tradition historique, d'une tradition culturelle. Et si aujourd'hui, il y a toutes ces TPE, toutes ces petites et moyennes entreprises en Allemagne, c'est aussi parce qu'il y a les Länder. Et les Länder ont une véritable consistance historique, ce que les régions françaises n'ont pas. Il y a beaucoup de choses derrière tout ça et c'est assez difficile de répliquer à la française ce que les Allemands font. Je pense qu'il faudrait plutôt... Pardon, mais franchement, quand j'écoute vos échanges, je me dis que les autres radios, ils doivent se faire dessus. Je vous le dis direct. Parce que là, il y a du niveau. Il y a du level. Attends, il est au conseil régional, il faut qu'il nous donne son avis quand même. 01 43 37. Attends, ça tombe bien. Il y a Karim, auditeur de France Maghreb 2, qui veut parler au mec d'Europe Écologie Les Verts. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Roux et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Karim, le mec d'Europe Écologie Les Verts, est à toi. Bonjour monsieur. Bonjour. J'espère que vous aurez le courage de m'écouter jusqu'au bout. Comment? Oh, on est un parti courageux, vous inquiétez pas. Non mais surtout la Tant que ça politesse. reste respectueux, c'est pas insultant, tout va bien. Allez-y. Oh, bah. Alors non mais rappelez-moi combien vous avez fait au présidentiel. Pourquoi vous voulez savoir? Non mais je vous pose une question, répondez. 4,6 je crois. Combien a fait Mélenchon? 22 je crois %. Ensuite, allez-y, continuez. La France insoumise est en train de vous sauver de la noyade et du naufrage et vous poser des conditions. Mais c'est le monde à l'envers, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est comme s'il y avait un noyé, il y a le maître nageur, il saute pour le sauver, et l'autre il dit tu vas me sauver de la noyade, mais attendez, je te pose mes conditions. Mais quelles conditions vous avez à poser, vous? Vous avez toujours trahi les travailleurs, vous avez toujours trahi la gauche, et en plus vous posez des conditions, eh ben chiche, moi je vous le dis monsieur, chiche, présentez-vous tout seul et on verra combien de députés vous avez. Mélenchon, il vous vaut tous, je dis bien tous, 100 fois. Et Mélenchon, il est beaucoup plus droit dans ses bottes, et beaucoup plus proche du peuple, parce qu'il a été capable de rédiger un programme.
Il n'a pas mangé à tous les râteliers comme l'autre crétin là, qui a été votre tête de liste. Karim, là-dessus, j'émettrais des réserves, hein, mais bon. Mais enfin, ça suffit, ces collabos là. Ils font 4,5% et ils parlent comme s'ils en avaient fait 30. Ils posent des... Mais quelles conditions? Vous n'avez aucune condition à poser. Et nous, c'est nous qui vous faisons un honneur, voire même qui vous rendons service en vous acceptant alors que vous puez, vous ne devriez même pas faire partie de la coalition. Monsieur, je vous l'avais dit tout à l'heure, un peu de correction. Puez, s'il vous plaît. Tout le reste, ça n'a pas de souci. Franchement, un peu de correction. Je suis écœuré par votre comportement. Il n'y a pas de souci, monsieur. Je vous respecte. Respectez-moi. Un peu de respect, monsieur. Vous serez toujours les sous-marins du Front National. Vous ne voulez pas le bonheur des travailleurs. Vous ne voulez pas vous joindre, vous voulez pas vous accrocher à la locomotive. Bon, Karim, on va laisser. Si vous n'êtes pas avec nous, vous allez avec qui? Bon, Karim, on va laisser notre ami répondre quand même. Déjà, monsieur, je vais vous respecter un peu plus que vous me respectez. Parce que puer, le mot puer, je crois que ça dépasse. Non, Karim. Je sais pas si vous faites le ramadan. Je sais pas si vous faites le ramadan. Moi, je fais le ramadan, donc je fais attention au mot que j'emploie. Le ramadan, avec les convictions. Ben, il faut pas utiliser ces mots de ce type-là. Et tout le reste, je le respecte. Vous avez sûrement, voilà, vos positions. Mais le mot puer, c'est un peu un mot. Ouais, vas-y, réponds. Je vais répondre sur le fond. Ouais. Déjà, un mariage, ça se fait à deux. Ouais. Si c'est déshonorant d'avoir fait 464, vous savez, on est parti à des élections démocratiques, les gens ont voté pour nous ou pas. Il faut jamais humilier les gens qui font 2, 3, 4%. Faites attention à ça. Parce que Mélenchon... Ah, mais je peux terminer, monsieur? Je ne vous ai pas coupé. Si la France insoumise, l'Union populaire, ne veut pas de nous, mais il n'y a pas de souci. Quand on fait un mariage, c'est comme ça que ça marche. Il y a des concessions des uns et des autres. La mariée a divorcé 20 fois. Vous me laissez terminer, monsieur? Vas-y. Nous ne voulons pas disparaître. On a quand même le droit. Dans un pays démocratique, on a quand même le droit. Et on fera cet accord si on a envie. Et cet accord, il se fera. Attendez, cet accord, il se fera parce que l'Union populaire a besoin des écologistes. Quoi que vous pensiez, malgré les 4%. Mais qu'est-ce que vous cherchez à venir avec nous? Alors, vous cherchez quoi? Vous cherchez à vous sauver de la noyade? Démerdez-vous, mon vieux. Démerdez-vous. Vous avez été capable de vous présenter seul au présidentiel. Soyez capable de vous présenter seul au législatif. Excusez-moi. C'est deux élections différentes. Attendez, c'est deux élections différentes. Et justement, ça revient au débat de tout à l'heure. Il faut un peu de temps. C'est terrible. Les élections présidentielles, c'est une chose. Et c'est pas le troisième tour. Législatif, c'en est une autre. Macron, pour moi, il a été élu par défaut. Donc, on peut rectifier aux élections législatives. En politique, on n'agit pas avec ses tripes, avec la haine, avec les rentes. Voilà. Là, on est là pour un certain nombre de concitoyens. On a présenté nos candidats, comme tout le monde, parce qu'il faut exister en politique. Il y avait 12 candidats, chacun a joué l'élection présidentielle. On l'a perdu, on le reconnaît. Mélenchon était loin devant, pas de souci, c'est la force motrice. Mais pour autant, quand on va faire avec un accord avec d'autres, il faut les respecter. C'est ce que je dis. Merci. Et dernière chose, attends, il y a une chose que je vais ajouter. Comme ça, le monsieur, il le saura. Les écologistes, ils ont d'autres pratiques politiques. Au régional, en Ile-de-France, on est devant tout le monde. Vous savez combien il y a d'élus écologistes, insoumis et socialistes à la région Ile-de-France? Autant. Vous entendez ce que je dis? Autant. On n'a jamais écrasé les autres partis. Et c'est pour ça qu'on a réussi à réunir tout le monde. Il y a autant d'écologistes, de socialistes et d'insoumis communistes à la région, alors qu'on aurait pu, puisqu'on était devant, on avait 3-4 points de plus, on aurait pu avoir bien plus d'élus que les autres. Juste comme ça, parce qu'on écrase tout le monde, parce qu'on est arrogant, je vous le dis, monsieur. Karim, je peux vous poser une question, Karim? Oui, allez-y. Alors, je vous pose une question. Alors, regardez, vous avez dit, effectivement, ils ont fait un score qui est effectivement 5 fois moins. Imaginez. Tout à fait. Très mal. D'accord. Regardez, Karim, Mélenchon, malheureusement, a terminé que 3e, pour vous. Oui. D'accord. Oui. Si on part du... Donc, il n'a pas su, il lui a manqué quelque chose. Il lui a manqué quelque chose pour aller vers cette étape-là. Oui. Est-ce qu'il n'aurait pas été plutôt intelligent, peut-être ensemble, effectivement, que s'ils avaient discuter, trouver des terrains d'entente, et non pas peut-être exister chacun différemment, un peu à l'allemande, avec des partis allemands. Ils ont leurs idées, le parti... Non mais monsieur, c'est pas exact ce que vous dites. Il a demandé, il a même, je dirais presque supplié le communiste Roussel de faire... Dites-moi, moi je vais vous poser... Qu'est-ce qu'il a apporté de plus à la campagne électorale Roussel? Là on était... Là on était sur... Il faut vraiment qu'on zappe parce que là... Roussel, vous avez parfaitement raison. Par contre, Europe Écologie Les Verts, je suis pas forcément... Mais Roussel, des législatives, on voit que ça commence à être difficile. Rien qu'entre vous, déjà, les négociations sont très très dures. Non, mais ça va se faire. Non, mais 33 de vote. La négociation, elle va aboutir. Ça fait partie de la négociation. Mehdi Chebaïki est avec nous. Il est silencieux, il écoute. Il va dégommer dans un instant. À tout de suite. Allez, les mecs, ils ont passé la pub à parler d'Europe. Ils sont forts, les mecs. Et même pendant la pub, ils parlent, ils continuent de parler, les mecs.
C'est le ramadan, tranquillou les gars, calmez-vous. 0140 33 9000. Ali est avec nous, notre directeur commercial. Kader Chiban, conseiller Europe Écologie. Non, n'importe quoi. Conseiller régional. Tout à fait. Donc de la Île-de-France. Île-de-France, voilà, la plus grande région d'Europe. C'est la plus grande région d'Europe, je crois. Ouais, la c'est Bavière, ça, je crois. c'est ça. La plus riche, je pense, juste avant la Bavière, peut-être, je me trompe. Non, la plus riche d'Europe. Et puis notre Mehdi Chebaïki, notre Lyonnais, évidemment, avec nous aujourd'hui. Et notre Linda qui nous appelle de Nancy. Tiens, vers chez toi, mon Ali. Linda, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Linda. C'est extrêmement intéressant. Hein. Franchement, Christophe, c'est vrai, aujourd'hui, les chroniqueurs sont particulièrement intéressants. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le level est très bon aujourd'hui. Voilà. Oui, vraiment très haut. Non pas que je dénigre les autres, hein, mais tu peux, t'as le droit, vas-y. On leur dira. Ça change de ceux qui appellent à ne pas voter, mais qui sont radiés des listes électorales. Merci Malinda, ça c'est fait, c'est cool. Ok. Non, moi j'appelais par rapport à l'auditeur précédent. J'ai été assez choquée de la violence de ses propos. Christophe sait que je suis une insoumise convaincue. Et du coup, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, d'autant plus que vous avez l'air d'être une personne entière et très honnête. Donc, moi, j'ai juste une question à vous poser. Merci, en tout cas, ça fait plaisir. Quelles sont les réserves très concrètement sur le plan écologique d'Europe Écologie Les Verts pour adhérer entre guillemets à la France insoumise? Ça, c'est ma première question. Et la seconde question que j'aimerais vous poser, c'est sur vos convictions. Parce que vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée, c'est-à-dire on ne veut pas que le parti meure. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt les principes qui font Europe Écologie Les Verts aujourd'hui, donc l'écologie, qui est une urgence, je rappelle le rapport du GIEC, qui nous laisse 3 ans. Du coup, les principes ne devraient-ils pas être mis au-dessus, finalement, du parti et de sa tête? J'ai trouvé Julien Bayou très convaincant et convaincu. Je pense qu'il est assez ouvert aux propositions de la France Insoumise et Yannick Jadot, à l'inverse, est très fermé. Donc voilà, c'était vraiment mes 2 questions. Ça serait intéressant d'avoir votre point de vue. Merci, au moins c'est constructif. Non, l'accord il va avoir lieu, parce que la France Insoumise a beaucoup bougé sur l'écologie. Mais vous pouvez comprendre que nous, on souhaite garder à la fois notre autonomie, notre parti politique, parce qu'on centre notre politique autour de l'écologie. C'est l'écologie politique. Ce qui est pas totalement, et c'est pas faire insulte à la France Insoumise, que ça, c'est pas totalement la position de la France Insoumise. C'est assez complémentaire. Voilà, on était en concurrence aux élections présidentielles. Les Français ont tranché. Et là, on peut aller vers un accord. Il y aura un accord, je pense. La seule chose qu'on dit, on ne veut pas être dissous à l'intérieur de la France Insoumise. Ça peut s'entendre pour un parti politique d'avoir sa sensibilité, sa spécificité. Et on met toujours l'écologie au-dessus de Il faut rappeler quand même qu'Europe Écologie Les Verts, à d'autres élections, par exemple aux européennes, régionales, font de bien meilleurs scores. Oui, bien sûr. Là, on s'en prend à lui. Peut-être qu'il y a eu... Mais très honnêtement... Je m'avance un petit peu, il y a peut-être eu erreur de casting sur le candidat qui vous représentait. Après, non, je pense pas. Et quand vous dites fermer, non. C'est normal, tu dis je pense pas, mais moi je te le dis. Non, moi je suis assez proche de Yannick Jadot. Je suis libre de pouvoir le dire. Tu dis ce que tu veux, chacun est libre, il n'y a pas de souci. Moi je pense que c'est un très bon candidat, il n'a pas été aidé. Regardez la différence entre Mélenchon, Macron et Le Pen. Il n'y a pas une tête qui dépasse. Ils n'ont pas eu de primaire. Automatiquement, ils sont candidats. Tout le monde est derrière eux. Donc, ça crée quand même une force. Quand tu as un candidat qui avance, qui est Yannick Jadot, excusez-moi, c'est pas tellement la question, mais c'est pour Christophe, qui avance et que tu as des gens à l'intérieur, Sandrine Rousseau et d'autres, qui l'attaquent en permanence, quand tu es attaqué de l'intérieur, inévitablement, tu es affaibli. Voilà. Bon, après, Jadot, il est aussi entré dans ce type de manipulation-là pendant la campagne. Mais en fait, je vous dis ça parce que je l'ai... De quelle manipulation? Je n'ai pas compris. Jadot aussi. Enfin, je veux dire, il a passé le plus clair de son temps durant la campagne présidentielle et je veux absolument pas vous manquer de respect. Non, allez-y, aucun souci. Mais il a passé le plus clair de son temps de la campagne présidentielle à descendre justement Jean-Luc Mélenchon, alors que on avait d'autres personnalités à combattre. Il a aussi attaqué Macron, on l'oublie souvent. Ouais, il a attaqué Mélenchon. Elle a raison, Linda. Non, franchement. Je veux dire, si on prend ces déclarations sur Mélenchon, qu'on les compare aux déclarations qu'il a pu faire sur Éric Zemmour ou Marine Le Pen, il n'y a pas photo, quoi. Il les a attaqués. Mais le procès, on peut plus le faire à Roussel. À Roussel, pour le coup, qui était vraiment mesquin et mesquine envers Mélenchon, plus qu'envers Macron. Mais après, Roussel, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même apporté une touche de fraîcheur avec ses apéros
Roussel. Il n'était pas très net tous les soirs. Bon, merci beaucoup en tout cas, Malinda. Merci, mais il y aura un accord, Linda. Il y aura un accord, j'en suis sûr. Bon, c'est parfait. Alors, qu'attendent de ces législatives pour en terminer avec Mehdi Chebaiki, avec vous, amis auditrices, au 0140, auditeurs, 0140 33 9000, avec Ali et avec Kader. Qu'attendent de ces législatives? Franchement, est-ce que la cohabitation, c'est souhaitable, Kader? Puisque tu as la parole, garde-la. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que tu penses qu'il y a un parti qui peut émerger plus qu'un autre? Ou alors, vraiment, tel que c'est conçu, très honnêtement et objectivement, c'est pas le modèle de la majorité 5e République. présidentielle. C'est pas le modèle. Normalement, le président lui donne une majorité derrière. Mais, je te dis, vu qu'il a été élu par défaut, pourquoi pas une cohabitation pour rééquilibrer le tout? Et la seule, alors je parle parce que je suis de ce côté-là, voilà, c'est un rassemblement à gauche assez large avec les écologistes. Je sais pas si on y arrivera. Franchement, c'est difficile quand le président il est élu. Voilà, c'est difficile. Il y a quand même des gens qui voteront peut-être de la même manière. Du président. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a ce risque-là, mais il faut se battre. Il faut qu'il. Très bien. Alors, Ali, rapidement. Ouais, moi personnellement, j'espère que l'Union populaire, en termes de députés avec les écologistes, auront un nombre de députés assez important, assez conséquent. Pour moi, c'est ce qui m'apporte. Après, derrière, je préfère quand même que le président ait la majorité, quand même, parce que sinon, on va aller peut-être au-devant de graves problèmes. Moi, je suis peut-être plus embêté par effectivement les députés RN ou Zemmouriens qui seront capables de rentrer à l'Assemblée nationale, parce que je pense que sincèrement, c'est véritablement pour moi un véritable échec. La question que je pose, elle est différente, cher Mehdi. Est-ce que les législatives vont changer quelque chose, finalement? Rassure-moi, elles sont toujours pas passées à la proportionnelle. Non, malheureusement, non, oui, non. Donc ça changera absolument rien. Macron aura sa majorité, et puis et les autres partis continueront à faire. Mais ça serait bien que l'Union populaire, au lieu d'avoir les 10, 15, 20, ils en aient peut-être 70, 80, 100 qui sont un peu intelligents. Mais tu as raison, le vrai problème, c'est la proportionnelle. Je suis assez d'accord. Si tu veux continuer, Mehdi, c'est vrai. Alors, parce que là, tu as beau avoir une LFI ou une gauche, disons, qui fera 30, peut-être même 32, 33%. T'as beau avoir un rassemblement national avec Zemmour qui va faire certainement des scores identiques. Au final, le jeu des législatives, comme elles sont faites actuellement, c'est fait pour gagner l'exécutif en place. Et puis, je pose une question, Mehdi, et puis à toi aussi, spécialiste plus de l'intention de députation. Quand tu vois l'élection présidentielle, c'est vrai, on est tous derrière un homme. Mais là, regarde, Christophe a commencé à parler de parachutage à droite à gauche. Et à mon avis, dans des circonscriptions, il va y avoir, ça va être des batailles locales. Et ça va être que local. Et là, à mon avis, on mettra certainement pas le meilleur. Tu me parlais avant, dans le 93, qu'on allait parachuter des gens qui venaient de Genshizou. Comme à Lyon, peut-être chez toi aussi, Mehdi, on ramène peut-être des gens qui ne sont pas du tout du terroir. Tout ça pour simplement des calculs. Et ça, effectivement, à mon avis, la mayonnaise ne prendra pas. Et à mon avis, là, non, mais les législatives, ce sont des élections techniques, ni plus ni moins. Là, c'est vraiment l'élection des partis par les partis avec les équipes. Voilà. Il n'y a strictement aucun engouement populaire pour les législatives. Exactement. C'est les élections de toutes les magouilles, de tous les les magouilles, les parachutages. Mais t'as raison, Alice, c'est intéressant de dire. Voilà. L'élection qui fait le plus de mal aux militants de terrain, c'est l'élection législative. Parce que les gens, ils se battent toute l'année, peu importe les partis politiques, tous les partis, les municipales, les départementales. Et puis quand arrive les législatives, on leur dit, non, c'est pas fait pour toi. Pour toi, il y a quelqu'un qui arrive de très loin, de Paris, je ne sais où. On va revoter pour Macron, pour Mélenchon, pour ceci. Et après, tu as des députés qu'on n'a pas vus, là, les En Marche, on les a pas vus. Et puis, je pense, les abstentions, à mon avis, l'abstention risque de... Ça, c'est inquiétant. Si Mélenchon a l'abstention, risque, à mon avis, d'aller vers des niveaux incroyables. Il gagnera jamais les législatives. Non, mais c'est pas ça. Mais on va voter, on va mettre sa tête sur l'affiche. La personne localement, elle sera pas connue, on mettra la tête de Mélenchon. Quand il dit nommez-moi Premier ministre, d'abord, c'est très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Il fait un coup de maître, mais c'est que de la com. Il sait pertinemment que ça n'arrivera pas. Non, ce qu'il veut, Christophe, c'est retrouver, c'est 7 millions de voix, 7 600 000 voix. Retrouver au maximum ses voix, il veut pas que ça s'effondre. Et avoir 1,40 € par... Parce que c'est ça, c'est aux législatives, l'abstention monte énormément. Donc il a peur de perdre 2, 3, 4 les enjeux des législatives ne sont pas du tout qu'au niveau député, c'est aussi au niveau sous. Parce que les sous, c'est surtout au niveau sous. Faut parler. Là, on n'est plus allemand. Là, on parle de sous. Faut mieux faire 7 millions de voix à 1,40 € que 2 millions de voix à 1,40 €. Donc là, les gens, pour les sous, chaque parti politique, et c'est là où l'union sera difficile, chaque parti a envie d'avoir les fameux 1,40 €, 45 €, je crois, pendant 5 ans. Donc à mon avis, la bataille va être cinglante. C'est pour ça que je pense que l'union de gauche, moi, j'y crois pas beaucoup. Jamel est avec nous. Salut mon Jamel. Bonjour bonjour à tous les auditeurs. Ouais, Jamel, qu'est-ce qui se passe? Et non, moi c'était juste pour
parler d'un sujet qu'on aborde très peu. Et j'ai remarqué qu'on met toujours la pression à l'Afrique, enfin au pays du tiers-monde, pour l'écologie. Comme si c'était eux qui étaient riches et qui pillaient leur propre pays. Alors qu'ils n'ont rien, et que c'est des pays occidentaux capitalistes qui viennent, qui les ruinent, qui les laminent leur pays. Et on leur dit qu'il faut venir ici aux réunions pour l'écologie. À chaque fois, on leur demande de signer et de participer, alors qu'ils n'ont rien, les peuples. Ils sont à la ramasse, ils sont à la ruine. Ils crèvent la dalle, d'ailleurs, ils quittent tous l'Afrique. Allez savoir pourquoi, pour des pays qui, soi-disant, ils sont riches. Et toutes les matières premières qu'on leur vole, on leur laisse rien, mais vraiment rien. Et on leur dit qu'il faut venir aux réunions de l'écologie. C'est quoi ce foutage de gueule? Merci mon Jamel, merci à toi et Sarah Tolek pour ce soir. Merci beaucoup mon Jamel. Merci, au revoir. Et spécial dédicace à tous les Chaouis, j'imagine. Ok, bon, merci beaucoup mon Jamel. Il a l'habitude de terminer comme ça. Dans un instant, sujet un peu plus grave là les amis, la menace russe de la 3e guerre mondiale possible. C'est Lavrov qui l'a émise cette nuit. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut la craindre, cette possible 3e guerre mondiale? En cause évidemment non seulement la visite des émissaires américains à Kiev, mais aussi, on l'a vu en Allemagne, une quarantaine de pays conviés à essayer d'aider à armer l'Ukraine. Il y a pour la Russie une déclaration de guerre. Est-ce qu'on se dirige vers une 3e guerre mondiale? On en parle et on en débat avec vous au 01 40 33 9000. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Il est quelle heure? 17h40. Voilà, vous êtes bien sur France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre. À vous qui sortez peut-être du travail, vous demandez ce que vous allez pouvoir bien cuisiner ce soir, parce que c'est vrai que avant qu'on parle de sujet grave là, c'est vrai qu'on est au combien? On est au 25e jour de Ramadan. Oui, c'est ça. C'est ça, 25e jour. D'ailleurs, demain, ça sera la nuit de l'Eid Qadr, demain soir, la nuit du destin. Enfin, peut-être, parce que. Après-demain, non? Non, c'est demain soir, c'est la veille du 27. Si je dis pas de bêtises. On n'est pas le 27 demain. Demain, on sera le 26, donc la veille du 27. Non, demain, on sera le 25. Non, 26. Voilà. En Ramadan, le jour de Ramadan. Aujourd'hui, c'est le 23e jour aujourd'hui. Ben ça va pas, non mais fou lui. 25e. Ali, on est au 25e jour aujourd'hui. Il y a un jour de décalage, le 26 et 25e jour, demain c'est le 26e. Demain soir sera veille de la nuit du 27. Ah non, moi je te dis qu'on n'est pas le 27. Mais si, mais je te dis qu'on est le 25e jour de Ramadan, mon cher ami. Je te le garantis. Voilà. On est le 26 avril, 25e jour de Ramadan. Voilà. Il a raison, Christophe. Oui, non mais Ali, t'as envie de faire du rap, toi, c'est ça, t'as envie de faire du rap. Moi j'aime trop les briques à l'huile. Ouais, bah oui, mais les briques à l'huile, voilà. voilà. Non, donc normalement, on posera la question tout à l'heure à l'imam Mohamed Moussaoui, mais normalement, la nuit. Enfin, c'est pas vraiment d'ailleurs la nuit, parce qu'apparemment, c'est une des nuits des 10 derniers jours. Impair, ouais, des 10 derniers jours. Mais voilà, de manière traditionnelle, beaucoup de gens se réunissent dans les mosquées le 27e jour, donc la veille du 27e jour. Donc en l'occurrence, si c'est ça, ce sera demain soir, dans les mosquées de France et de Navarre. Je disais quoi? Je disais, voilà, je sais que vous sortez du travail, et peut-être pour beaucoup on se dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger? 25e jour, j'en ai marre, la shorba, j'en peux plus, les briques, j'en ai marre. Hein, vous n'êtes pas dans cette, un petit peu rapidement, vous n'êtes pas dans cette théorie-là, là, de dire j'en ai marre, j'aimerais bien changer un peu d'alimentation, toujours la même chose, tout ça, non? Ça va? Moi je varie, je mange tu varies tous les jours, ouais. Ah bon? Un jour sur deux ou un jour sur trois, j'essaie de varier, sinon pas bon pour l'estomac, il faut... Voilà, il faut manger un peu des légumes, des fruits. Moi, je pense pas mal de légumes. J'essaie de varier, voilà. Ouais. Ali, pareil. Moi, je mange très très peu, donc. Ah bon? Ouais. D'accord, ok. Moi, je mange une soupe, après j'arrête, donc tu vois. C'est ça. Je t'ai vu manger un peu plus au restaurant. Ah, le restaurant, c'est la première fois que j'ai mangé. Je t'ai bien mangé. Ah non, mais c'est pour ça que j'ai mangé du riz, il était très bon. Et je remercie Tariq d'ailleurs. Non, le riz, franchement, le biryani, c'est la première fois que j'ai fait un repas de Ramadan, c'est sûr. Complet, avec une entrée, tout ça. Je mange pas sinon. Mais moi, j'ai pas envie. Mehdi, tu manges. Tu manges anti-européen? J'aime bien. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. C'est ça. Bon, la shorba n'est pas européenne. Qu'est-ce que tu manges, Mehdi, alors? C'est pour savoir, nous. Non, mais Ah, moi, je mange un peu de tout. Non, moi, j'ai pas de. Alors, beaucoup de café au lait, de thé à la menthe. Ah oui, liquide, quoi. Ah ouais. Ah ouais, beaucoup avec parce que ça me permet de m'hydrater pas mal, donc pas mal. Et puis après c'est en fonction du menu et de ce qu'il y a. Je suis pas difficile quand j'ai faim, moi tout me va. Ouais. Nadège, t'arrives à des jours comme aujourd'hui où tu sais pas quoi faire ce soir?
Oui, je sais pas quoi faire aujourd'hui. Donc si vous avez une idée proposer à Nadège, allez-y, 01 40 33 9000. Moi, je conseille des briques au four, elle n'a jamais fait. Tu testes des briques au four et tu m'en parles demain, Nadège. Non, pas du tout, j'adhère pas. Quoi? Ah non, pas du tout. Non mais essaye au moins. Bon. J'ai déjà essayé. Alors parlons maintenant de choses graves. La Russie avec cette menace de Lavrov cette nuit qui dit qu'une possible guerre mondiale, troisième guerre mondiale est possible au vu des provocations qui sont faites depuis ces derniers jours, notamment la visite des émissaires américains à Kiev et en Allemagne aussi. Ces 40 pays invités donc à aider à armer l'Ukraine. Est-ce que Lavrov, là pour le coup, c'est une déclaration, mon cher Ali, qui t'inquiète? Alors, cette déclaration émane du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. En général, absolument. Tu vois, il a pas beaucoup parlé ces derniers temps. Oui. Et le fait d'avoir parlé et tenu des propos de la sorte, je pense sincèrement qu'on risque d'aller vers un conflit qui peut... Dans la Moldavie, ce matin, ça a commencé. Hein, il y a eu un petit problème au niveau de la frontière. Donc, qu'est-ce qui se passe quand même pour qu'on puisse résumer Nous, depuis que ce conflit a commencé, on reçoit les ordres de Zelensky. Elle nous dit ce qu'il faut faire. Arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça, le président ukrainien. On n'a jamais dû... Il a même fait de l'ingérence, d'ailleurs, il a fait de l'ingérence préférant avoir Exactement. Macron comme président, hein, tout à fait. Donc, interlocuteur. Donc d'abord, Zelensky émettait des souhaits, des désirs, limite, il dictait à l'Europe leur politique. Arrêtez de donner ça aux Russes, faites des sanctions, c'est ce qui est complètement aberrant. Et donnez-nous des armes. Et l'Europe, au lieu d'exporter la diplomatie et la paix, elle a exporté des armes. Et en contrepartie, nous, on va avoir quoi ? On va importer, qu'est-ce qu'on va importer ? On va importer des conflits sociaux, on va importer de la misère, on va importer de la crise économique qui est en train de, petit à petit, toucher tous les pans de l'économie. Donc on a que des discours belliqueux. Je ne sais pas si on n'entend pas du tout parler de réunion, on entend parler de rien du tout, on n'entend parler que d'armes. Et l'Europe aujourd'hui fait la guerre par procuration. Alors, indépendamment de la Russie, hein, lorsque tu donnes des armes à quelqu'un, que tu le veuilles ou non, c'est que tu soutiens son action. Oui. C'est basique. Donc, tu doutes bien, même Macron a dit, et là je rejoins Mehdi ce qu'il disait avant, on risque d'aller devant de grands problèmes, nous allons donner du matériel aux Ukrainiens. Ça s'appelle faire la guerre par procuration. Oui. Ah bah, la réponse de la Russie est très simple. Si la France, demain matin, comme les États-Unis sont en train d'armer l'Ukraine, ça veut dire qu'ils font une guerre par procuration. Ah bah, il est tout à fait logique que la Russie considère les États-Unis et l'Europe qui quelque part est en guerre indirecte contre la Russie. Et leur réponse, je pense qu'elle peut être foudroyante. Et tous les messages qu'on a eus pendant... Donc t'es inquiet par rapport à cette déclaration? Moi je suis très inquiet. Moi je suis très inquiet. Sincèrement, je suis très inquiet parce que moi j'ai un ami qui va souvent en Pologne pour des raisons là-bas humanitaires et tout, hein, et il m'explique la situation, elle est véritablement chaotique. Donc je pense qu'effectivement on va vraiment au devant de grands problèmes. Et l'armée russe qu'on était en train de sous-estimer, on se rend compte que finalement, elle n'est pas si sous-estimée que ça. Hein. Ouais. Kader, ton candidat était pro-guerre, pro-Ukraine, quoi. Ouais. Oui, il était pro-Ukraine. Ouais, c'était le candidat le plus va-t-en-guerre, d'ailleurs. Va-t-en-guerre, non. Ah bah si, excuse-moi, j'ai eu l'occasion de lui dire en face, oui, bien sûr que si. En tout cas, la situation, il est plus candidat en plus, il n'a pas été élu. Voilà. D'accord, oui. Voilà. Ouais. Je veux bien, à un moment on fait 4,6, on n'existe pas, mais peut-être que d'ailleurs, son discours est important. Vous auriez fait un peu plus d'ailleurs. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Tu penses? Ah, peut-être. Je sais pas. En tout cas, la situation, Ali a raison, elle est très inquiétante. Et c'est vrai, ce qu'on voit pas de débouché politique. Il faudrait que l'Europe prenne une initiative diplomatique. Et c'est ça qui est inquiétant. Personne ne bouge. On a l'impression que les États-Unis ont d'autres intérêts. Nous, on n'est pas les États-Unis. Nous, on n'est pas les Américains. L'Europe, c'est pas les États-Unis. Et c'est vrai que c'est regrettable qu'ils prennent pas d'initiative, qu'ils se déplacent pas même à Moscou. Tu vois, ça c'est la vraie politique. Aller voir Poutine en tête à tête. Je sais pas si ça règle le problème, mais en tout cas, il y aurait une volonté, Macron un signe y est allé envoyé. Au début, hein. Comment? Macron y est allé. Ouais, mais il faut le refaire s'il faut. La paix, ça n'a pas de prix. Voilà, la paix, ça n'a pas de prix. Et Ali a raison, il y a la guerre, la paix, et il y a les conséquences économiques là qui sont désastreuses et inquiétantes. Ça t'inquiète, la déclaration de la droite là? Ouais, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Mehdi, est-ce qu'à Lyon on est inquiet? Moi, c'est pas ce que Lavrov dit qui m'inquiète. Ouais. C'est ce que les Occidentaux ne disent pas et ce qu'ils font. Il faut vraiment regarder tout. En fait, comment dire, pour dire les choses simplement. Oui. Le jeu de la Russie est vachement clair. Hein. Ils annoncent tout ce qu'ils vont faire depuis le début et puis ils nous disent vraiment, voilà ce qu'on va faire s'il n'y a pas de respect des accords de Minsk. Voilà ce que l'on va faire. Si l'Ukraine
l'armée ukrainienne et les régiments Azov et secteur droit s'en prennent aux populations russophones, voilà ce qu'on va faire. Si des armes arrivent par tel endroit, voilà ce qu'on va faire. Si des mercenaires arrivent et se réunissent, ils annoncent tout depuis, ils annoncent la couleur. Je veux dire, ils nous prennent pas pour des imbéciles. On sait très bien ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est que les républiques actuellement, donc républiques autoproclamées de l'Est de l'Ukraine, soient indépendantes et ensuite rattachées à une fédération de Russie. Et ils veulent bien sûr qu'il y ait un genre de neutralisation au sens politique et militaire de l'Ukraine, afin que ça ne devienne pas, comme ça a failli être le cas, un cheval de Troie de l'OTAN en Europe de l'Est et aux frontières de la Russie. Ouais. Bon, les choses sont claires. On sait ce que veut la Russie, on sait de quoi ils sont capables. Ce qu'on ne comprend pas, par contre, c'est pourquoi est-ce que les dirigeants occidentaux continuent à alimenter cette guerre par le sang des Ukrainiens, Comme on dit, ils vont faire en sorte d'aller jusqu'au dernier Ukrainien pour alimenter cette guerre. Pourquoi continuer une guerre qui est perdue? Parce que l'Est de l'Ukraine va rejoindre la Fédération de Russie. Mariupol, c'est terminé. Odessa, ce sera certainement bientôt terminé. Les grands ports vont revenir à la Fédération de Russie. Arrêtons cette guerre. Et le meilleur moyen d'arrêter cette guerre, c'est justement de couper les vannes à Zelensky. Arrêter et lui dire en face, écoute, négocie avec Poutine, va à la table des négociations, installe-toi. Et arrête de faire ton mariole, ouais. Et Zelensky, peut-être, c'est là où on se rend compte que c'est une véritable marionnette, parce qu'on lui donne du pouvoir, une véritable marionnette des États-Unis, quand ce type-là donne des ordres, des souhaits à l'Europe, à leur dire quoi faire. Dans un instant, on aura Amar de Boulogne, pardon de te couper, Ali, mais dernière pause tout de suite, et on aura Amar de Boulogne qui souhaite intervenir au 01 40 33 9000. C'est Lavrov qui a déclaré cela, qui a émis l'hypothèse d'une possible troisième guerre mondiale. Eh oui, ça provoque. Mais il a raison, Mehdi. La Russie dit toujours ce qu'elle va faire. Elle prévient. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous, avec en direct Monsieur Ali, notre directeur commercial, notre Mehdi Chebaiki, chroniqueur lyonnais, et Kader Chiban, conseiller régional Île-de-France, avec nous, et Amar de Boulogne qui nous appelle. Bonjour Amar. Bonjour. Bonjour et bienvenue Amar. Alors sur la déclaration de Lavrov cette nuit, est-ce que ça vous inquiète, cette menace russe? Oui, c'est inquiétant. Inquiétant parce que ça peut être très très réalisable. Surtout quand on voit comment on les cherche de part et d'autre au niveau de l'Europe et au niveau des États-Unis. Donc on n'arrête pas de tirer la corde dans ce sens-là. Après, moi j'ai une question à poser. C'est ce que je trouve bizarre, c'est ce deux poids deux mesures au niveau du recrutement de Zelensky et des gens qu'on arme et qui sont pas ukrainiens, par exemple des Français qui partent pour soutenir ce conflit-là, alors qu'il y a quelques années en arrière, par rapport au conflit qui se passe en Syrie, c'est des gens qu'on accusait et qu'on traitait de terroristes et qu'on voulait pas revenir voir sur le territoire français, alors que ces gens-là, on les arme et puis s'ils reviennent ici, je pense que ça va être des héros. Ben il a raison, Amar. Et là, il y a deux poids deux mesures là, pour le coup, non? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on se trompe de combat? Mais il y a des gens qui sont partis combattre en Ukraine. Ils peuvent revenir, il y en a déjà qui sont revenus d'ailleurs, tranquillement, pour aller en Syrie. Évidemment, il y a des gens qui sont encore coincés là-bas, qui n'ont pas pu revenir, notamment, je pense à des femmes et des enfants. Excuse-moi, pardon de préciser, Christophe, mais ils ne sont pas revenus tranquillement, hein. Ils sont venus en courant, hein, pour la plupart. Je veux dire, ils sont revenus en courant, mais ils n'ont pas eu d'ennui, ni arrêtés, ni mis en prison, ni quoi au caisse, tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce qu'il y a les bons et les gentils, et les méchants gens à les aider, c'est ça? C'est deux poids deux mesures. Hein. Complètement, non? Et Christophe, c'est intéressant. Il a raison ce qu'il dit, Amar. Oui, il a raison, et je voulais rappeler que nous avons des Français et des Françaises qui sont interdits de rentrer en France, exactement. Hein, qui sont tout près, qui venaient de Syrie, ils sont dans des camps, et ça c'est scandaleux. Ils conduisent pas les mêmes voitures peut-être. C'est scandaleux, et ça les médias veulent pas en parler. Nous on essaie d'en faire parler, un peu d'en parler. Ce sont des Français qui ont leur place en France, Il a posé une bonne question. C'est juste. Ali, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais effectivement, complètement. Mais après, tu as vu que depuis le début du conflit, il y a ce qu'on appelle la guerre de l'information. Tout a bien été effectivement manipulé. On nous manipule. Tu vois, on nous disait que
que l'armée n'avait pas de quoi manger, qu'ils étaient bloqués, que Poutine était fou, donc il fallait effectivement défendre l'Ukraine. Tout le monde était devenu un petit peu ukrainien. Tu as vu, il y a des drapeaux partout, hein. Même dans certaines villes, il y a même des maires qui ont mis des drapeaux dans les villes. Oui. Chose quand même qui est assez... et la Russie, comme le disait Mehdi à juste titre, voit ça, la Russie, les Russes ne sont pas si bêtes que ça. Maintenant, nous, on est en train de tout perdre. Et pourquoi il est en train de parler de guerre mondiale, le père Lavrov? C'est qu'il ne faut pas oublier que la Russie, par exemple, en mesure économique, toutes les sanctions qu'a eu la Russie, la première mesure, ils leur ont dit, vous allez dorénavant payer votre gaz et votre pétrole en roubles. Ouais. Les Européens, au départ, ont dit nietos. Ah ben, là, ils viennent d'accepter de payer en roubles. Ils ont pas le choix. Donc, j'ose pas imaginer ce que ça va nous provoquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire en roubles? Oui. Ça veut dire que l'Europe doit aller acheter dans les banques du rouble. Ça veut dire que le rouble va reprendre de sa valeur, alors qu'il s'était effondré, donc tant mieux. Donc ça veut dire que... Là, il est revenu, juste une précision. Oui, il est revenu, je sais. De 2020. Oui, il est revenu, tout à fait, il est revenu, exactement. Exactement, Mehdi. Donc là, le rouble risque de remonter, et qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que l'énergie qu'on va acheter, que ce soit le gaz ou le pétrole, va nous revenir plus cher. Donc on va le payer plus cher, on ne le payera plus ni en euros, ni en dollars, on va le payer en roubles. Et là, effectivement, tout ce contexte, effectivement, on a l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour pas qu'il y ait la paix, mais pour qu'effectivement on prépare la guerre. Et comme tu l'as dit à juste titre au départ, les États-Unis sont un petit peu les architectes de cette situation-là, parce que c'est bizarre, hein, pour d'autres conflits dans le monde, en général, on convoque le Conseil de sécurité, on fait des réunions, on discute pendant des jours, et on arrive à trouver un terrain d'entente, on discute. Là, il n'y a plus du tout de réunion. Les Américains viennent pourquoi? Pour parler d'armes, pour donner des armes, et pour dire que Poutine c'est un fou, et pour dire il faut accroître les sanctions. Les Américains ont raison de faire ce qu'ils font. Hein. Ah ben oui, ils défendent dans leurs intérêts. Si j'étais américain, mais je dirais, mais chapeau, continuez, bien joué, Joe. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas américain, c'est qu'on est français et qu'on vit sur le sol européen. Et le problème, c'est que, à mon sens, l'Europe se refuse à être grande. On est limitrophe, même si c'est loin la Russie. Hein. On va pas se dire que c'est à côté, mais en tout cas, l'Europe. La France, il y a une histoire commune avec la grande Russie tsariste, avec la royauté française. Il y a vraiment c'est un continuum qui part de l'Europe de l'Ouest et qui va jusqu'à l'Asie. Ils ont participé à la libération durant la Seconde Guerre mondiale, la Russie quand même, faut pas l'oublier. Hein. Comment? Ils ont payé très lourd, un lourd tribut pour libérer l'Europe du nazisme. Bien entendu, mais ça personne ne l'oublie d'ailleurs, parce que s'il y a pu avoir un débarquement en Normandie, c'est parce que le gros et les plus féroces des troupes du Troisième Reich. Le Troisième Reich se trouvait justement sur le front de l'Est et était empêtré à combattre contre les Russes, ou les Soviétiques plutôt à l'époque, parce qu'il n'y avait pas que les Russes. Mais tout ça pour dire que l'Europe se refuse à être grande, se refuse à avoir une politique indépendante, se refuse à être grande par elle-même. S'il y avait vraiment une volonté de corrélation et d'intégration des économies entre les économies d'Europe, de l'Ouest, et l'économie russe, comme l'a proposé à l'époque Poutine d'ailleurs, hein, lorsqu'il a proposé d'intégrer l'Union européenne. Imaginez-vous une Europe avec une énergie au prix du Qatar, voilà, pour faire simple, grosso modo. Là, les États-Unis auraient du souci à se faire, là, la Chine aurait du souci à se faire. Mais hélas, visiblement, pour les intérêts américains, on va encore Et je pense, Mehdi, peut-être, je sais pas si c'est mon avis, toi qui étais un anti-européen convaincu, que cette guerre d'Ukraine va avoir une première conséquence, je pense, la dislocation de l'Europe. Parce que je pense que l'Allemagne, au bout d'un moment, avec les pays du Nord, va se scinder parce qu'elle n'est pas forcément en accord avec toute la notion de je n'apporte plus de gaz, pétrole ou russe. Ah ben clairement, voilà. L'Allemagne a ses intérêts à faire valoir, ses intérêts vitaux. Tout à fait, dislocation de l'Europe. Voilà on aura l'occasion d'en reparler. Il y a le jeu que joue la Pologne actuellement aussi. Exactement. Alors, la Pologne, on connaît son contentieux qui a des raisons historiques. Hein. Il ne s'agit pas de dire que les Polonais sont les méchants et les Russes sont les gentils. Ah non, pas du tout. Mais la Pologne joue un jeu au milieu de l'Union européenne entre la Russie et l'Allemagne, avec les Américains, c'est des jeux à 8 bandes, et l'Union européenne, à mon avis, comme tu l'as dit très bien, risque, je l'espère, tu l'espères, ne pas s'en sortir. 8 bandes, c'est quoi? C'est le billard américain ou français? 8 bandes, là, c'est le billard algérien. Avec des briques, quoi, il y a des briques sur les bornes, quoi. Bon, bien, vous avez été excellents aujourd'hui, je vous félicite vraiment tous les trois. Merci beaucoup, mon Kader. Merci, Christophe. Merci, Lyon. Bonne Chorba ce soir? Chorba, moi. Ouais, Chorba brique au four. Je l'ai faite, donc oui. Oui, Chorba, Mehdi, à Lyon? Pas ce soir, non, pas ce soir. Ce soir, ce sera lasagne. Je comprends pourquoi l'OL est très loin dans le championnat, alors. Donc, manger des lasagnes. Nous, on mange des gyms. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur, ça, c'est méchant, ça. Tiens, Nadège, une idée de nourriture ce soir, des lasagnes. Voilà.
J'en ai fait hier. Donc Bon, ok, tant pis. Bon, ça rafle le Merci, ça rafle le com à tous. Merci mon Mehdi. Mon Mehdi, je te kiffe mon Mehdi. Merci à toi. Allez, à bientôt. Dans un instant, Mohamed Moussaoui pour l'émission Par l'Islam. Et je le disais bien, c'est la 25e émission, donc 25e jour de Ramadan. Eh oui, demain, ça sera la nuit de l'Aïd Qadr. Reste avec nous sur France Maghreb 2, il est 18h.